Nous sommes en guerre. Il ne faut pas avoir peur. Et donc à nouveau, bonsoir à tous, bonsoir tout le public. J'ai le plaisir ce soir de m'entretenir avec une invitée que je voulais faire venir depuis un bon moment. Et je suis content d'avoir enfin trouvé le créneau pour la faire venir, car son travail est absolument passionnant dans le domaine de l'histoire. Donc j'ai nommé Marion Sigaud. Bonsoir Marion, comment allez-vous? Ça va bien, bonsoir Raphaël, bonsoir tout le monde. Ça fait un moment que je vous suis, donc je suis ravie d'être enfin invitée, parce que je fais toujours un petit peu les crises de paranoïa. Pourquoi ils ne m'invitent pas? Alors non, Voilà. on peut comprendre les crises de paranoïa, mais c'est que c'est toujours compliqué avec le fil de l'actualité de pouvoir remplir les différents agendas et créneaux. Et là, l'avantage de ces émissions du dimanche, c'est qu'on a des créneaux beaucoup plus libres, beaucoup plus de temps de parole qui permettent de traiter plein de sujets. Et là, justement, on va choisir un sujet donc bien précis. Avant ça, je vais quand même vous présenter rapidement pour les personnes qui vont pouvoir vous découvrir ce soir. Donc, vous êtes historienne, conférencière et écrivain. Vous avez fait donc, vous avez écrit des livres et fait des conférences dans le domaine donc de l'histoire de la France. Vous avez rédigé des livres, donc par exemple sur l'histoire de la royauté. Un excellent livre que je conseille à tout le monde sur Voltaire, qui est très important pour découvrir la véritable personne qu'était Voltaire et de son influence, mais aussi des travaux sur l'enfance à travers soit l'histoire ou même l'actualité. Je crois que votre dernier ouvrage qui a été publié en 2020, qui s'appelle donc De l'amour De et du l'amour et crime. du crime, du sexe et des enfants. C'est une Voilà, sorte et vous de avez lettre aussi ouverte qui ne disait pas son nom quand ça a été écrit au début, d'une sorte de lettre ouverte à monsieur Gabriel Matzneff, qui n'est nommé nulle part, mais il paraît qu'il s'est reconnu. C'est extraordinaire. J'ai écrit un pamphlet. Alors ça, c'est vraiment un petit pamphlet, hein. On raconte que j'ai écrit un pamphlet sur Voltaire. Pas du tout, j'ai écrit un livre très sérieux sur Voltaire. Mais là, j'ai écrit un pamphlet à ce monsieur et on lui a dit, il s'est reconnu, il paraît qu'il n'était pas content. Mais je n'ai jamais croisé ce monsieur. et donc outre ce livre, vous avez aussi, par exemple, participé à la publication d'un autre ouvrage important pour, continuer de parler de cet aspect donc de l'enfance, mais aussi, par exemple, sur l'affaire Kinsey et le rapport Kinsey. Donc ça aussi, c'est quelque chose que je recommande vivement aux gens de découvrir, car c'est un sujet, très sombre, mais absolument à connaître, qui a énormément d'influence sur l'éducation de nos enfants aujourd'hui, de la dérive, en fait, de l'éducation et surtout sexuelle. Donc âme sensible, quand même, s'abstenir, sur certains détails de cette affaire, mais par contre, c'est absolument à connaître. Donc voilà, ça me semblait important de préciser aussi cette partie de Alors vos attendez, travaux. il faut que je sois plus précise que ce que vous avez dit. Je n'ai pas écrit de livre sur Vous Kinsey. avez participé à la publication. J'ai préfacé les 2 livres de Judith Reisman, qui est vraiment la spécialiste du sujet, qui ont été traduits en français. Alors, par mes bons soins, c'est pas moi qui ai traduit, mais c'est moi qui ai trouvé les traducteurs. Enfin, en tout cas, l'un des 2. Et j'ai contribué alors, j'ai préfacé ces 2 livres. L'un a été publié chez Contre-Culture, l'autre aux éditions de Saint-Rémy. Donc, ce sont ces 2-là que j'ai préfacé. Et j'ai contribué, mieux que contribué, j'ai supervisé la traduction de l'ultime travail de Judith Reisman. Elle me l'avait envoyé quelques semaines avant de mourir et au moment où elle est morte, elle venait de savoir que c'était en ligne, que c'était traduit, que ça commençait à tourner. Voilà. Donc j'ai été en quelque sorte l'éditrice de ce troisième travail, éditrice dans ce sens que j'ai pris le texte, j'ai cherché des traducteurs et j'ai supervisé la traduction parce qu'il faut passer derrière les traducteurs pour remettre en forme, pour uniformiser le style. Enfin bon, ça a été vraiment un travail de romain que nous avons fait à 6. Nous étions 6 sur cette chose. Et Judith est morte en sachant que ça avait été, voilà, ça y est, ça tournait, quoi. Elle m'avait envoyé ça à moi en me disant: «Qu'est-ce que tu peux faire avec ça?» Je lui ai dit: «T'inquiète pas, je m'en occupe». Et voilà, je m'en suis occupée. Donc c'est un travail très, très, très important qui s'appelle la Troïka, Kinsey, Rockefeller, CIA.
Et c'est vraiment c'est pratiquement un travail dont on peut dire qu'il chapeaute, il fait la synthèse du reste, quoi. C'est un travail absolument magnifique qu'on peut retrouver. Alors moi, j'ai fait une vidéo qui porte ce titre, qu'on trouve sur ma chaîne YouTube, et le texte intégral a été publié par, j'allais dire Géopolitique profonde, par Stratégica, le site Stratégica, donc de Youssef Indy et Pierre-Antoine Plaquevent, qui me suivent et que je suis avec fidélité depuis des années. Hein. Ça fait des années que nous nous connaissons et que nous suivons les travaux les uns des autres. Donc, ils ont eu la primeur de ce travail de Judith Reisman qu'ils ont tout de suite mis en ligne. Voilà. D'ailleurs, camarade de Stratégica que l'on salue, qu'on a fait revenir régulièrement, même encore plus récemment, Youssef dans les studios, même s'il était déjà venu plein de fois sur la chaîne, et qu'il a, donc les gens ont pu voir un débat qu'il vient de faire avec Jean Messia, qui était assez catastrophique, on va dire, de par l'ambiance. Catastrophique, pas pour lui quand même. On pourra admirer encore une fois la patience de Youssef, qu'on peut féliciter. C'est un ange, c'est un ange. C'est un ange. Donc voilà, mais j'avais précisé ce point-là sur l'enfance même donc, de Kinsey, parce que donc, le sujet de ce soir, ça va être centré sur le jansénisme, et même là, sur ce sujet historique, on verra qu'on pourra toujours en fait, faire un lien parmi les différentes dérives qu'il peut y avoir idéologiques, et même sur le traitement de la conscience humaine, le traitement des êtres humains, mais aussi le traitement de l'enfance. Donc on va pouvoir aborder aussi ce point-là qui est vraiment très important. Encore une fois, pour comprendre l'évolution de notre histoire. Et donc, comme je viens de le citer, on va parler du jansénisme. Je pense que le jansénisme, c'est un mot que peu de gens doivent connaître, et encore moins donc le mouvement religieux qu'il a été et de son influence qui a quand même été majeure. Donc, est-ce que, donc Marion, vous pouvez tout d'abord nous dire ce qu'est le jansénisme? Alors, le jansénisme, ça vient du nom d'un monsieur qui s'appelait Corneille. Corneille, hein, il y en a d'autres. Corneille, c'est devenu Cornelius. Et Janssen, c'était un monsieur qui était évêque d'Ypres. Il était. Alors, il est né en quelle année il est né, Janssen? Je suis en train de dire des bêtises. Bon, c'est fin XVIe siècle. Corneille Janssen, voilà, fin XVIe siècle. Et il fait partie de ces gens qui considèrent que l'humanisme chrétien, qu'on va retrouver dans le Concile de Trente, tout ça, ce sont des choses qu'il faut remettre en question. Dieu ne peut pas avoir donné la grâce à tout le monde. Les hommes ne peuvent pas être égaux devant Dieu. Enfin bon, ce sont des gens, lui et ses amis de collège, on peut dire, sont des gens qui veulent absolument remettre en question ce mouvement d'humanisme chrétien. Et ils vont inventer une théologie nouvelle. Alors, j'ai une référence. Voilà, ils sont influencés par Baius, théologien de Louvain, pour qui la nature humaine a été tellement mutilée par le péché originel que les hommes sans la grâce ne peuvent aimer et faire que le mal. Voilà, il n'y a rien de bon dans l'homme. Tout ce que l'homme peut faire, c'est le mal. Et voilà, Dieu va donner la grâce à certains et pas à d'autres. Ça va être une espèce d'élitisme à la naissance absolument terrible. Alors, l'élitisme, ça peut être un mot très très beau. Vouloir former une élite, c'est une grande et belle chose. Considérer qu'on est élu à la naissance, c'est déjà beaucoup moins belle chose. Et le jansénisme c'est une forme de calvinisme qui n'aura pas rompu avec Rome et qui dira on est en fait déterminé à la naissance, il n'y a rien qu'on puisse faire pour changer le plan de Dieu. Si Dieu a fait de vous un élu, vous êtes élu pour la vie. Si Dieu vous a fait de vous un réprouvé, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous resterez un réprouvé. Donc, ça n'est pas la théorie de Luther, c'est la théorie de Calvin, mais c'est quand même sur des théories comme ça qu'on a mis à feu et à sang l'Europe depuis plus d'un siècle. Hein. C'est vraiment. Il y a un universalisme catholique qui est battu en brèche par ce genre de théorie. Oui, donc c'est ça qu'il faut préciser, c'est on va pouvoir observer une similarité donc avec le protestantisme, mais ce qui est toujours intéressant lorsqu'on décide en fait de creuser sur un mouvement, ses origines, mais surtout après son évolution, c'est que pour le jansénisme, vous pouvez même tous regarder les fameuses définitions officielles, ça a l'air de bien commencer étant donné qu'à la base, ça veut se présenter comme une forme plus rigoureuse, religieuse, parce que le jansénisme critiquait un certain laxisme et donc ils appelaient à se rapprocher donc plutôt de la pensée de saint Augustin, ou en tout cas d'essayer d'être un petit peu plus sérieux dans la foi, si je peux me permettre. Et donc sur le papier, ça pourrait sonner comme quelque chose d'intéressant, mais on va vite se rendre compte que ce genre de pensée va avoir des conséquences très néfastes sur la considération de l'homme et même le rapport à Dieu et même à la matière, d'où le lien qu'on peut faire avec le protestantisme.
Absolument. Et ça va aller beaucoup plus loin. Alors, si on veut résumer parce que le jansénisme a été considéré par la papauté comme une hérésie. Si on voulait résumer la pensée de Cornelius Jansen et de ses adeptes, Jésus-Christ n'est pas mort pour tous les hommes. C'est pas vrai. Il est mort pour les élus. Et les élus, ce sont ceux qui ont eu la grâce. Et comment sait-on qu'on a eu la grâce? Si on est pauvre, on peut supposer qu'on l'a moins que si on est riche, par exemple. Si tout va bien pour vous, c'est que Dieu vous récompense d'être du bon côté. Et si tout va mal, c'est parce que vous êtes un réprouvé. Et il n'y a rien que vous puissiez faire pour changer de catégorie. Donc, c'est une espèce d'élitisme social absolument cruel et qui interdit en fait tout mieux-être social, qui interdit tout progrès social. C'est en ça d'ailleurs que le roi Louis XIV va les avoir détestés, c'est que quand les jansénistes vont véritablement se présenter comme ne voulant pas céder sur leurs principes, ils vont se montrer comme des gens qui sont absolument inutiles dans l'État, puisqu'ils ne veulent rien améliorer, ils veulent renoncer. Alors, il y a une explication, que je vais donner, que je vais essayer de vous retrouver, qui a été expliqué par le philosophe Lucien Goldman, qui a eu vraiment une vision qui me semble tout à fait lumineuse de ce qui a déclenché le jansénisme. Il dit voilà, la monarchie française se divise en 3 grandes étapes. La monarchie féodale, donc ça je ne vous explique pas. La monarchie tempérée qui a vu la primauté définitive du roi sur les seigneurs, et ensuite la monarchie absolue. Pendant la monarchie tempérée, les rois se sont appuyés sur les légistes, c'est-à-dire sur le tiers-état, pour lutter contre les féodaux qui mettaient en cause son autorité. Donc, pour faire pièce à une autorité indue ou exagérée des grands féodaux, les rois se sont appuyés sur le tiers-état, c'est-à-dire sur les légistes. Et pour faire entrer de l'argent, au XVIe siècle, Louis XII et François Ier ont commencé à vendre des offices de fonction publique. Alors, il faut savoir que les rois ont toujours couru après l'argent. Et une façon de se faire de l'argent, ça a été de dire vous êtes juriste, et bien je vais vous vendre un office de juge. Voilà, vous allez devenir juge de père en fils, puisque vous allez faire hériter votre fils, alors à condition qu'il fasse du droit quand même, c'est le minimum. Mais le juge va être ce qu'on appelle un officier, il va être propriétaire d'un office, et on se fait de l'argent. La justice, elle est payante, donc on se fait de l'argent avec ça. Vous savez, tous les beaux châteaux dans les campagnes, en général, ce sont des châteaux de juges. Voilà. Et au bout d'un moment, ces juges ont commencé à faire également de l'ombre à la royauté. Donc, il a fallu de nouveau, pour les rois, inventer un nouveau système, et le système, ça a été le système des intendants. Qu'est-ce que c'est qu'un intendant? C'est l'équivalent d'un préfet. C'est-à-dire l'intendant, il est le représentant du roi dans la province. C'est celui qui va représenter le roi. Quand l'intendant dit je veux, c'est pas lui qui veut, c'est le roi qui veut, d'accord? Donc les intendants, alors ils rendent compte au roi en permanence, en permanence. Il y a le conseil, ils envoient des dépêches, il y a le conseil des dépêches qui les lit. Donc les intendants vont être les représentants du roi dans les provinces. Et en lieu et place des officiers qui vont la prendre très mal. C'est-à-dire que ça fait une concurrence. Les officiers sont propriétaires de leur office, mais les intendants leur passent devant. Si le roi dit c'est l'intendant qui va décider, c'est l'intendant qui va décider, et l'officier, il va se retrouver mis sur le côté. Ça va faire des jalousies, ça va faire des grincements, et les officiers ne vont avoir de cesse, à partir du moment où il y a cette centralisation qui se fait par l'intermédiaire des intendants, d'aller contre l'autorité centralisée. Donc le mouvement des intendants, c'est un mouvement qui va vers la centralisation monarchique. De plus en plus, l'autorité va vouloir faire remonter les problèmes et faire redescendre les solutions entre les intendants, leurs subdélégués qui vont envoyer leur dépêche au roi qui renvoie ses ordres, et ça va mettre de côté une certaine magistrature qui va très très mal le prendre. Et cette magistrature, c'est elle qui va devenir janséniste. C'est-à-dire que le jansénisme va tomber sur ces gens comme une espèce de solution. Ah oui, on ne peut plus faire carrière, on ne peut plus se faire valoir, il y a des gens qui nous passent devant. Eh bien, nous renonçons au monde. Ce monde est fait de réprouvés, ce monde, tout ça, ça n'a aucune espèce d'importance, tout ça, voilà. Ils vont développer une espèce de misanthropie, de remise en cause systématique de la royauté, et ils vont mettre un chantier absolument invraisemblable. Ils vont ébranler la royauté puis finalement ils vont gagner, parce que la Révolution française, ça va quand même être largement leur œuvre, pas uniquement, mais enfin largement leur œuvre. Ce qu'on a appelé la constitution civile du clergé, c'est le triomphe du jansénisme.
Vraiment. Et ça, Donc, on va, à mon avis, en parler plus tard. Je pense que oui, là, ce qui va être intéressant, c'est de continuer sur, une certaine chronologie. Donc là, je pense qu'il va être important de répéter, donc juste certaines choses pour faire comprendre à nos spectateurs l'importance de ce sujet qui est méconnu et de l'influence des jansénistes. C'est que donc là, on parle d'un mouvement donc religieux qui est à la fois entré donc en opposition, ça, il faut le dire, donc aux jésuites. Donc il y avait toute une vision, théologique, enfin toute une un le combat en fait sur la théologie, le rapport à la foi qui a été très important. Donc il y a aussi évidemment une contestation, comme pour le protestantisme, de l'autorité papale. Donc c'est ça, il faut bien prendre conscience des conséquences que ça peut avoir à travers l'histoire, donc de détruire une autorité comme celle du pape dans l'organisation sociale, politique, etc. Et aussi donc ils étaient contre l'absolutisme royal. Et là on peut d'ores et déjà imaginer les sources d'inspiration que ça a pu être pour les fameux humanistes ou même la fameuse idéologie des Lumières et donc le mouvement révolutionnaire. Voilà. oui. Mais donc, pour remettre dans le contexte, donc vous avez dit, Marion, que pour le jansénisme, donc ça commence donc avec donc Corneille, Janssen Corneille, qui est au XVIe siècle. Est-ce est-ce que vous pouvez nous aider à nous remettre un petit peu dans le contexte de l'époque pour l'apparition donc du jansénisme et surtout de son opposition avec la vision des jésuites d'abord? Alors, les jésuites, c'est pas les jansénistes qui ont commencé à s'en prendre aux jésuites, c'est l'université tout de suite, hein, tout de suite, tout de suite. Dès que les jésuites ont été reconnus par la papauté, ils ont ouvert des écoles et ils se sont mis en concurrence avec l'université qui disait on veut pas de ces gens-là. L'université, elle a toujours fait concurrence au pape aussi, hein. L'université, elle considérait, vous savez, c'est l'université qui a fait condamner Jeanne d'Arc, c'est pas l'Église, hein. Il faut le savoir ça, hein. Parce que les juges de Jeanne d'Arc lui ont dit à qui voulez-vous vous en remettre? Elle dit je m'en remets au pape. Il dit non, il faut que vous vous en remettiez à l'Église parce que pour eux l'Église c'était pas le pape, c'était eux quoi. Voilà. Donc l'opposition aux jésuites a été d'emblée dès que les jésuites ont été reconnus par la papauté, ils ont déclenché les foudres de tous les opposants à l'autorité. L'université était le premier opposant à l'autorité avant les jansénistes. Et les jansénistes en fait c'est l'autorité des juges, c'est l'autorité des juges. Alors les juges ce sont des gens qui rendent la justice au nom du roi, pas au nom de Dieu, hein, ils rendent la justice au nom du roi et ils ont également une prérogative tout à fait spéciale qui est de mettre dans leur registre, ils ont des grands registres dans lesquels ils enregistrent, hein, ils écrivent les décisions du roi. Et les rois ont donné, je ne sais pas à quel moment ça s'est fait, mais enfin, ils ont donné aux juges ce privilège, cette fonction de mettre par écrit les décisions royales et les juges ont commencé à dire ben, Majesté, permettez-nous respectueusement de vous faire remarquer que ça et ça et ça et ça s'appelait les remontrances. Alors, un roi qui est bien luné, il va dire écoutez, je suis très content d'avoir entendu vos remontrances, maintenant vous enregistrez. Et puis, petit à petit, les juges ont fini par dire Majesté, on enregistrera quand vous aurez changé. C'est-à-dire que les juges se sont mis à prétendre légiférer en lieu et place du roi. Alors, ça, c'était absolument indu et inadmissible. Et une décision royale qui n'a pas été enregistrée n'est pas valide, elle n'est pas applicable. L'application d'une loi se fait à partir du moment où elle est dans les registres, et à partir des registres, elle peut être communiquée aux uns et aux autres. Donc, les juges ont fait une obstruction systématique, et ces juges étaient, c'est dans ce mouvement de juges, dans cette classe de juges, que le jansénisme a prospéré. Donc, ce sont des gens qui avaient une opposition systématique à l'autorité, et ce sont des gens qui ne voulaient pas d'autorité au-dessus de leur tête. De toute façon, ils étaient élus, hein, d'accord. Jésus-Christ les avait choisis. Donc, ils refusaient toute autorité au-dessus de leur tête. Alors, le problème avec cette noblesse, alors les juges, c'était des nobles, hein, mais ça n'était pas la même noblesse que la noblesse d'épée. Je vous explique. Pourquoi est-ce que c'est intéressant d'être anobli? Qu'est-ce que c'est que ces nobles-là? Ce sont des anciens bourgeois qui ont été anoblis, d'accord? Donc, c'était des gens qui étaient des bourgeois du tiers, c'était des magistrats qui prospéraient dans les bourgs, autour des châteaux, hein, les rois ont voulu transformer enfin, faire des offices. Ils ont donné des offices de juges et ils les ont anoblis. Alors, c'est quoi l'intérêt d'être noble? Ben, c'est que quand vous êtes noble, vous ne payez pas d'impôts. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne paye pas d'impôts quand on est noble? Ben, les premiers nobles, ce sont les nobles d'épée. Ils ne vont pas, d'une part, se faire trouer la peau et en plus payer. C'est-à-dire que c'est l'un ou c'est l'autre. La noblesse d'épée paye l'impôt du sang. Et quand le roi les appelle à la guerre, ils viennent avec leurs gens, avec leurs armes, etc. La charge est lourde. Être noble d'épée, c'est pas une sinécure, c'est pas comme ça pour rigoler. Or, les anoblis, ils ont le privilège de ne pas payer d'impôts
rien en échange. C'est-à-dire que ça devient une sinécure, ça devient être anobli, c'est extraordinaire, quoi. Anoblissons-nous, anoblissons-nous. Et c'est la montée de cette classe d'anoblis qui va finir, alors qui au début a été mise là pour faire pièce aux autres nobles, pour calmer leurs ambitions territoriales, pour les calmer. Et finalement, ces anoblis-là ont commencé à faire de l'ombre également à l'autorité royale, qui a voulu, au début, créer des intendants, et en 1638, je crois, ou 37, 35, enfin dans ces eaux-là, Richelieu, c'est-à-dire le ministre de Louis XIII, a dit maintenant on généralise les intendants absolument partout. Dans tout le royaume de France, il y aura des intendants, c'est-à-dire des gens qui sont nommés par le roi à la volonté du roi. Le roi peut les nommer et leur retirer leur nomination sur un coup de dé. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont totalement soumis à l'autorité du roi. Il y a eu d'excellents intendants, il y a eu des gens absolument remarquables. Les travaux des intendants permettent de comprendre ce que c'est que la situation de la France à l'époque, parce qu'ils passaient leur temps à envoyer des subdélégués sur le terrain qui leur faisaient des rapports. Si vous voulez connaître la France d'Ancien Régime, c'est par les bureaux des intendants qu'on la connaît. Voilà. Donc ces intendants ont fait de l'ombre aux magistrats, qui ont développé. Alors, la généralisation des intendants en 1630 quelque chose, c'est le moment de l'explosion du jansénisme. C'est-à-dire que les jansénistes, vous avez je vais essayer de vous retrouver la référence. C'était en 1637, je crois. 1637, il faut que je retrouve. Voilà, j'en ai fait trop. Et quand on en fait trop, on ne retrouve pas. Le temps que bon, Marion au moment où les intendants se généralisent, les jansénistes disent nous renonçons au monde. Voilà, nous renonçons au monde, nous n'avons rien à faire de cette vallée de larmes. Alors c'est le reflux vers Port-Royal, on va sombrer dans le silence, on ne veut plus entendre parler. Alors c'est extraordinaire parce que le magistrat qui dit je me retire du monde, je ne veux plus rien avoir à faire avec cette société, il l'écrit à tout le monde quand même. C'est extraordinaire. Hein, je me retire du monde et j'envoie ça, je fais un clic et j'envoie ça à tout le monde. Voilà. Ça se faisait quand même à l'époque, hein, il n'y avait pas Internet, mais il y avait moyen de communiquer comme ça. Donc, ce sont des gens qui vont défier l'autorité du roi et défier l'autorité de l'Église en disant votre société, ça n'est qu'une vallée de larmes, nous ne voulons pas nous battre pour vous. Et alors, ils vont développer une espèce de religion, de masochisme, de haine du corps, de haine du beau. Enfin, c'est épouvantable, c'est épouvantable. Le jansénisme, il faut quand même que je vous trouve là, je vais essayer de trouver ça, parce qu'il y a des citations qui sont. Oui, ça c'est vrai que, à mon avis, c'est important de rentrer dans les détails de la vision janséniste sur le rapport à la chair, à son corps, voilà. Il faut absolument même dire la ça. laideur, Ouais. qui a ouvert les portes, ou en tout cas inspiré d'autres mouvements plus modernes. Parce que Absolument. d'ailleurs, même le fait de dire masochiste, c'est un terme, je pense, plutôt anachronique, mais qui a permis de développer ce genre de pensée, ou en tout cas, on sait qu'il y a eu des liens qui peuvent être faits, des inspirations, par exemple, avec la culture du libertinage, tout simplement. Absolument, absolument. Ben, j'y viens. Voilà. Alors, la doctrine du jansénisme, hein, je vais vous lire. Toute tentative de changer les choses ou simplement d'améliorer le sort humain est vain. C'est Dieu qui fait tout. Ne vous inquiétez pas. Bon, vous êtes roi d'un pays, vous voulez que les gens se bouffent pour que ça aille bien. Vous dire, bah non, moi je fais rien. Bon. Le monde est fait d'élus et de réprouvés, de justes et de pécheurs. Alors les justes, c'est nous, les pécheurs, c'est les autres. Les élus le sont par miséricorde divine qui leur a accordé la grâce efficace. Les autres ne sont que des pécheurs irrémédiablement condamnés à faire le mal. Hein, bon. Jésus n'est pas mort pour toute l'humanité, mais seulement pour les élus. Ah, ça, c'est pas chrétien. Ça, c'est pas catholique. En tout cas, je ne sais pas si c'est chrétien, mais en tout cas, c'est pas catholique. Pour Saint Cyran, alors l'ami de Cornelius Janssen, il est impossible pour un vrai chrétien de participer à la vie sociale et politique. Il disait, il faut être malade dans l'âme et posséder de quelques mauvaises passions pour aimer la vie. Aimer la vie. Interprétation pessimiste du christianisme comme Luther, mais en pire. Luther n'a pas été aussi loin. Dieu est un Dieu terrible au dessein insondable et au décret incompréhensible. Ce n'est pas la peine d'essayer de faire de la théologie, vous ne comprendrez pas, laissez tomber. Vous voyez, le truc, c'est terrible. Alors, l'homme ne trouve son plaisir qu'à faire le mal. Bon, je veux bien qu'il y en ait beaucoup, mais pas que. Hein, il y a des gens qui essayent de faire le bien. Sa raison est une dérision, sa volonté est une impuissance, l'homme est un jouet. Égoïsme, amour-propre et appétit individuel sont ses moteurs. C'est-à-dire que l'homme est un monstre. L'homme est un monstre. Et non seulement il est un monstre, mais il est inamendable.
On ne peut rien faire pour l'amender. Un disciple d'Antoine Arnauld écrivait « Le chrétien doit concevoir une sainte haine de sa propre chair et de celle des autres. » Nous y voilà. Se glorifier de ses vêtements, c'est comme faire un teigneux qui tirerait vanité du bonnet qui cache sa teigne. Vous voulez vous habiller proprement pour entrer dans le monde. T'es comme un teigneux qui veut cacher sa teigne. Si je suis élu, alors la conséquence de ça, si je suis élu, aucun crime ne peut m'empêcher que je sois sauvé. Si je suis élu, je peux tuer mon voisin puisque je serai sauvé, d'accord? Si je ne suis pas élu, quand je quitterai mes désordres, je ne serai pas plus avancé. D'accord? Je puis donc, élu ou non élu, vivre dans mes crimes avec la plus grande sécurité. Ça va donner le libertinage. Saint-Cyran écrivait « Le corps est un poids et un voile qui nous séparent encore de la gloire. Il faut donc s'en débarrasser au plus tôt. Ce monde pétri de matière et pourri jusqu'à sa racine même, le juste, le parfait, doit gémir, se livrer aux soupirs, aux larmes, aux gémissements, aux sanglots, dans l'attente de la mort bienheureuse et désirée. » Passez les premiers, messieurs, quand même. Hein. Fichez-nous la paix, fichez la paix les autres. On prie Dieu par la pensée, par la parole, par l'action et par la souffrance. Le mariage est jugé vulgaire et dangereux. On refuse tout commerce charnel. Seuls seront sauvés ceux qui, sont touchés par la grâce. Le Christ est mort pour cela et uniquement. Les vertus ne sont souvent que le masque de l'amour-propre. On vit dans une anxiété perpétuelle, la hantise de l'amour-propre et un épluchage fiévreux de la conscience. Le janséniste finit par de trouver un instant de paix que quand il a découvert à ses actes un motif égoïste qui n'a peut-être même pas existé. C'est-à-dire qu'avant d'aller se confesser, il dit qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait. Ah, ça y est, j'ai trouvé un péché, ça y est, je suis content. Enfin, ce sont des grands malades. Ce sont des grands malades. C'est un anti-humanisme. Alors, il y a une certaine Madame Choisy qui a dit la chose suivante concernant le jansénisme. Écoutez, c'est intéressant. Et qu'importe comment l'on fait, puisque si nous avons la grâce, nous serons sauvés. Et si nous ne l'avons pas, nous sommes perdus. Puis il conclut, tout cela sont fariboles. Avant toutes ces questions-ci, quand Pâques arrivait, ils étaient étonnés comme des fondeurs de cloches, ne sachant où se fourrer et ayant de grands scrupules. Présentement, ils sont gaillards et ne songent même plus à se confesser, disant « ce qui est écrit est écrit ». Voilà ce que les jansénistes ont opéré à l'égard des mondains. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'à faire tous les crimes possibles. Si on est élu, on sera sauvé. Si on n'est pas élu, de toute façon, même si on fait du bien, on sera perdu. Voilà. Donc le libertinage mène au déchaînement des instincts, à la passion d'une liberté sans contrôle, au rejet de toute borne. Pour les élus, bien sûr, pas pour les autres. D'accord. Le libertin aime les embuscades, les sacs, les viols, les incendies, la débauche forcenée, les rixes, les duels, les saouleries, les blasphèmes. Libertins et jansénistes vont se retrouver car ils sont tous opposants à l'absolutisme. Voilà. Donc c'est terrible, hein, cette idéologie. Alors, il y a également, ils vont développer également une forme de masochisme qui va pousser carrément au sadisme. Hein. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est clair et net. Mais avant de retrouver cette note, je pense que ce qui peut être important de rappeler, encore une fois, c'est que donc là, pour cette doctrine, ce n'est donc pas une doctrine qui a été sortie donc par simplement un chef religieux qui représentait une toute petite secte, c'est-à-dire qu'on parle quand même de quelqu'un qui a pondu un ouvrage de plus de 1300 pages, qui était oui, l'Augustinus. l'Augustinus. Et il faut bien dire aussi que donc, cette doctrine-là a amené à la fois une réaction donc, de l'autorité royale, mais même papale. C'est-à-dire que même le pape a réagi directement à l'évolution du jansénisme. Le pape, à la demande de Louis XIV, le pape s'est exprimé plusieurs fois alors à la fois sur l'Augustinus qui avait écrit Cornelius Janssen, mais il y a quelque chose qu'il faut dire aussi, il faut parler de la réunion de Bourgfontaine. Parce que la réunion de Bourgfontaine, c'est une réunion qui a eu lieu en 1621 à Bourgfontaine, c'est du côté de Pontoise, je crois, de Villers-Cotterêts, je crois. Où est-ce que c'est? La réunion de Bourgfontaine. Voilà. Vous avez cinq personnes qui se réunissent à Bourgfontaine, donc Cornelius Janssen et Saint-Cyran, avec 3 prélats, un type qui a pris les 2 personnes qu'on ne reconnaîtra pas, enfin qu'on ne connaît pas, et une personne qui prenait les notes, et ils ont décidé de renverser la royauté et de renverser la papauté. Et ils ont expliqué dans ce plan, alors qui a été divulgué et qui est arrivé aux oreilles de l'autorité, ils ont expliqué comment ils allaient faire, comment ils allaient remettre en question l'autorité, remettre en question le dogme, petit à petit, en secret, en douce, et aux gens qui disent, mais enfin, cette réunion de Bourgfontaine, on ne peut pas savoir, elle n'a pas existé, ça n'a pas de sens, en admettant qu'elle n'ait pas existé, tout ce qui est raconté dans la réunion de Bourgfontaine, c'est tout ce qui s'est passé jusqu'à la Révolution, jusqu'au renversement, effectivement, du christianisme, du catholicisme en France, et surtout de la royauté. De toute façon, l'un a entraîné l'autre. Alors, dans le programme de Bourgfontaine, il y avait
La doctrine dit que Dieu fait ce qu'il veut de ses créatures, les damne ou les sauve, l'homme n'y peut rien. Le salut des hommes dépend de la seule grâce de Dieu qui la donne à qui il veut. On ne pourra renverser l'arbre sans s'attaquer aux racines, donc l'arbre, c'est le catholicisme. Il faut ruiner l'évangile, mais en douce. On attaquera les 2 sacrements les plus répandus, l'Eucharistie et la pénitence, en en rendant la pratique difficile puis impossible. Et là, j'aurais une question, excuse-moi de vous couper Marion, là, je suis obligé de poser une question parce que je vois des réactions aussi dans les commentaires, mais je pense que c'est important de réfléchir aux conséquences de cette vision-là. C'est-à-dire de vouloir, par exemple, supprimer le lien qu'il pouvait y avoir donc, avec l'Église et même les prêtres et la pénitence. Par exemple, là, je vais lire un commentaire rapidement. C'était des personnes qui disaient que Jésus n'avait jamais dit, par exemple, que la confession était obligatoire. Mais outre là, ce sujet qui pourrait être historique, théologique, c'est quelles conséquences ça peut avoir sur une population et une société, le fait en fait de supprimer ou de vouloir combattre l'idée de la confession, du lien avec le prêtre, du lien avec une autorité religieuse. Mais c'est supprimer ce qui console, c'est supprimer ce qui console. C'est supprimer ce qui rend la vie plus acceptable. La confession, c'est pas une menace, c'est pas une horreur. La confession, ça va être soulager sa conscience, c'est savoir que si on a fait le mal, on peut trouver la rédemption, on peut trouver le pardon. La confession, c'est quelque chose d'apaisant, de consolant. Si on peut plus se confesser, alors comment ils faisaient pour faire en sorte que les gens puissent plus se confesser? Ils ont inventé un système qui s'appelait le billet de confession. Ils disaient voilà, vous ne pourrez approcher les sacrements, c'est-à-dire l'Eucharistie, c'est-à-dire communier, que si vous avez un billet de confession d'un prêtre qui aura reçu des consignes particulièrement sévères. Ben, les gens, ils avaient pu se confesser. Ils avaient pu se confesser. S'ils allaient se confesser à un prêtre qui leur disait c'est pas possible, tu n'auras pas la confession. Alors, je vais me confesser, puis je peux pas aller communier. Je veux dire, c'est humiliant, c'est humiliant. C'est vraiment de la tyrannie des consciences. Il faut prendre vraiment la confession comme une consolation. C'est pas une. C'est une aide à la vie, c'est une aide à la vie, la confession. C'est pas une. Et peut-être aussi, ce qu'il faudrait dire, c'est que le fait de vouloir supprimer ce genre d'organisation collective stimule encore plus l'individualisme. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on va parler d'anti-humanisme, c'est parce que même si on peut avoir l'impression, lorsqu'on observe la doctrine, qu'on essaie de se rapprocher finalement plus d'une sorte de pureté de la foi, de la pratique religieuse, de se rapprocher uniquement de Dieu, eh ben, en fait, il y a une déresponsabilisation de plus en plus importante, un fatalisme aussi, comme vous l'avez dit, par rapport à certaines personnes qui sont élues ou non. L'homme est naturellement mauvais. Et donc ça a des conséquences lorsqu'on va observer l'évolution de l'histoire qui, en fait, se répercute, par exemple, sur finalement, la pensée qu'on peut observer dans la pensée des Lumières, qui va vraiment stimuler cet individualisme-là et qui va vouloir après lutter contre des entités comme l'autorité religieuse et royale. Il y a le parallèle qu'on peut faire entre le jansénisme et les Lumières, je crois que c'est Diderot qui a trouvé la formule. Si ce n'est pas Diderot, c'est quelqu'un qui en était proche, qui disait la grâce est aux chrétiens, la raison est aux philosophes ce que la grâce est aux chrétiens. Il y a ceux qui l'ont, et ceux qui ne l'ont pas. Qui a la raison? Ben, les philosophes. Et justement, il y a une question pour vous, Marion. La masse ne réfléchit pas. La masse ne réfléchit pas. La raison est aux philosophes. Et la raison est aux philosophes, ce que la grâce est aux chrétiens. Ben, il y a ceux qui l'ont et ceux qui ne l'ont pas. C'est-à-dire, il y a les élus et il y a les autres. Et il y a un parallèle absolument évident à faire entre le jansénisme et les Lumières. Mais c'est absolument copié d'après, c'est copié-collé. J'ai justement une question pour vous, Marion, qui vient du chat, et c'est justement parfait là pour faire le lien avec l'impact que ça a eu, donc évidemment sur donc la philosophie, parce qu'il y a eu un impact culturel très important du jansénisme, et donc la question d'une des personnes, c'était donc est-ce que Blaise Pascal partageait cette vision? Et ça, je pense que c'est une très bonne question parce que Pascal justement a eu un rôle important. Blaise Pascal, moi, je vais vous trouver une citation de Blaise Pascal. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai les cheveux qui se sont dressés sur la tête. Alors vraiment, faire de ce type-là, alors moi, il me donne des boutons. Alors je ne dis pas que c'était pas un grand savant, ça n'a rien à voir, mais comme moraliste, alors là, pardon. Alors attendez. Oh, voilà, j'ai trop fait de trucs. Alors les citations de Blaise Pascal, faut absolument les trouver.
faut que je trouve ça bête. Hein, je vais peut-être non, je vais pas les retrouver sur la. Eh bien, le temps que Marion cherche ses notes, je vais vous faire un rappel. Donc, évidemment, Allons-y. donc là, on est déjà très nombreux en direct. N'hésitez pas, évidemment, à penser à mettre le pouce pour aider à référencer la vidéo, à partager aux gens autour de vous le direct et de vous préparer aussi pour la seconde partie. Lorsqu'il y aura donc le Discord qui sera ouvert, vous pourrez poser vos questions, étant donné qu'on fait à chaque fois des sessions de questions-réponses avec Jean-Maxime, que maintenant on appelle officiellement donc Kornejovic. Voilà, apparemment, vous avez bien aimé le fait de le renommer comme ça. Donc, vous avez tous les liens qui sont en description, évidemment. Donc, est-ce que vous avez retrouvé la note, Marion? Yes, yes, voilà. Alors, Blaise Pascal disait: la raison est incapable par ses seules lumières de découvrir le vrai bien et la volonté incapable par ses seules forces de s'élever jusqu'à lui. L'amour d'un homme pour Dieu est toujours l'effet de l'amour de Dieu pour cet homme. Jusqu'à présent, passe. Sa sœur Gilberte, disait de lui: il ne pouvait souffrir les caresses que je recevais de mes enfants. Il me disait qu'il fallait les en désaccoutumer, que cela ne pouvait que leur nuire. D'accord? C'est-à-dire, viens mon chéri, fais un bisou à maman, arrête ça tout de suite. Tu le gâtes. Hein? À l'article de la mort, Blaise Pascal a écrit à sa sœur: je connais le danger de la santé et les avantages de la maladie. Ne me plaignez point, la maladie est l'état naturel du chrétien, parce qu'on est par là comme on devrait être toujours. Dans la privation de tous les biens et les plaisirs des sens, exempt de toutes les passions, et n'est-ce pas un grand bonheur quand on est par nécessité dans un état où on est obligé d'être? Vous lui confieriez vos enfants à ce type-là? Mais c'est un grand malade. C'est un grand malade. Et remerciez Dieu d'être malade parce que c'est bon de souffrir. Arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. Et je pense que ça peut être le bon moment, Marion, pour parler du sujet donc, que j'avais annoncé au tout début, c'est le lien qu'on pouvait faire avec l'enfance, justement. C'est-à-dire que, quelle est l'anecdote historique très importante, selon vous, à connaître? Parce que je crois que vous en avez quand même fait tout un ouvrage qui permet de comprendre l'influence que ça peut avoir sur le traitement de certains enfants, en fait, et qui a été catastrophique. Absolument. Alors, il faut savoir que le traitement de la mendicité des pauvres a été pendant plusieurs siècles un problème récurrent et qui allait augmentant. Bon, je pense que ça vient avec l'époque moderne, avec les guerres de religion qui créent vous avez des villages détruits. Après les guerres de religion, il y a la fronde. Vous avez des gens qui errent dans la campagne pour trouver du secours. Enfin, vous avez une catégorie qui va se développer, qui sont les gens sans feu ni lieu, qui errent à la recherche de secours. Et ces gens vont former dans les villes une espèce de société qui fait peur. Alors, vous avez ce qu'on appelle les mendiants qui n'ont pas d'autre choix que de mendier, et puis vous avez une gueuserie organisée, comment appelait-on ça, les cours des miracles. Vous aviez toute une gueuserie qui faisait semblant. Pourquoi appelait-on ça les cours des miracles? Les cours des miracles étaient des cours intérieurs d'immeubles où les gens arrivaient dedans complètement éclopés, puis une fois arrivés à l'intérieur de la cour d'immeuble, ils faisaient sauter leur œil de verre et leurs béquilles et retrouvaient leurs deux jambes. C'est pour ça qu'on appelait ça des miracles. Donc il y avait une gueuserie organisée qui était fauteur de désordre public, hein, et vous aviez des pauvres qui étaient pauvres parce que la situation, parce que la guerre civile, ça crée des pauvres. Vous savez, le problème de l'alimentation des pauvres, c'est très clair. Les villes sont toujours approvisionnées. Les villes mangent les campagnes. Donc, quand vous avez des situations où de guerre ou de guerre civile ou de situations tragiques qui posent des problèmes d'approvisionnement, les gens des campagnes, ils vont dans les villes parce que c'est là que va le blé, tout simplement. Donc, vous avez des gens qui vont se retrouver à mendier dans les rues, et il y a plusieurs façons de voir la façon de régler le problème de toute cette masse de miséreux dans les villes. Vous avez la façon Saint-Vincent de Paul, c'est-à-dire il faut, Vincent de Paul, on va dire, parce qu'il a été canonisé 100 ans plus tard, mais le monsieur Vincent, comme on l'appelait, qui dit il faut faire tout le bien possible en fonction de ce que chacun peut faire, aller chercher à manger, rassembler ces gens, les mettre au chaud, les mettre au sec, enfin s'occuper d'eux. Ça, c'est la façon Vincent de Paul. Et il va y avoir la façon des jansénistes. Alors, avant d'être la façon des jansénistes, ça va être la façon de ce qu'on appelle les dévots du Saint-Sacrement. Mais les dévots de la Compagnie du Saint-Sacrement, c'est exactement la même idéologie que les jansénistes. Ce sont des gens qui sont du milieu, le plus souvent parlementaire ou alors bourgeois. Vous savez, il y a les juges, et puis autour des juges, il y a les notaires, et puis autour des notaires, il y a également
les hommes d'affaires. Enfin bon, il y a une frange de la société qui décide que on va régler le problème de la gueuserie par les grands moyens, c'est-à-dire que on va renfermer les pauvres. Alors on ne disait pas enfermer, on disait renfermer. Enfermer, ça veut dire fermer dedans, et renfermer, c'est mettre à l'asile, c'est créer des asiles et mettre à l'asile. Et la Compagnie du Saint-Sacrement, qui a développé son projet de renfermement des pauvres, l'a développé sous Louis XIII, et le projet est arrivé à… Ils ont planché pendant 30 ans. Pendant 30 ans, ces gens ont planché pour inventer un système de renfermement des pauvres. Alors, ils ont dit, on va créer un lieu où les pauvres seront obligés de se laisser renfermer, et là-dedans, on les fera travailler, on les catéchisera, il y aura des prêtres, on pourront se confesser, ils pourront ceci, cela. Alors, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, puis les enfants d'un troisième. Hein, et c'est un projet abominable. C'est un projet abominable, alors qui raconte que tout va aller bien, Alors, la théorie de ces gens-là, c'est que si tu es pauvre, c'est que tu es feignant. Si tu es pauvre, c'est que tu es feignant. L'agriculture manque de bras. On voudrait savoir comment ils feraient s'ils avaient perdu leur maison et leur… Ah, bon, bref. Donc, les pauvres, ce sont des feignants. La mendicité, c'est un métier. C'est un métier. Qu'est-ce que c'est qu'un mendiant? C'est une personne qui a choisi ce métier. Mais c'est comme ça. C'est dans l'encyclopédie. Alors qu'il suffit de traverser la rue pour trouver du travail. C'est quand même évident. Et alors, cette Compagnie du Saint-Sacrement, on les appelle les dévots du Saint-Sacrement. Alors, les dévots du Saint-Sacrement, Molière les a bien étrillés dans Tartuffe. Hein. Dans Tartuffe, c'est les dévots du Saint-Sacrement. Tartuffe, c'est un dévot de la Compagnie du Saint-Sacrement. C'est-à-dire, faites ce que je dis et faites pas ce que je fais aussi. Alors, cachez ce sein que je ne saurais voir, et puis que fait là votre main, hein. Alors, pour les gens qui connaissent pas Molière, cachez ce sein que je ne saurais voir parce que la soubrette, elle a un peu les seins à l'air, hein, hein. Hop, il donne son mouchoir parce que je veux pas voir ça. Et puis, dans la conversation, elle lui dit, que fait là votre main? Il a la main sur sa cuisse. Bon, c'est l'hypocrite, quoi. C'est l'hypocrite, le dévot du Saint-Sacrement. Donc, ce sont les dévots du Saint-Sacrement, la Compagnie du Saint-Sacrement, qui ont créé l'hôpital général et qui ont présenté au roi, au lendemain de la Fronde. Alors, la Fronde, c'est quand même 4 ans de guerre civile. Le royaume est exsangue. Le roi est absolument furieux. Enfin, il a vraiment vécu des moments terribles. Il est tout jeune, hein, le roi, pendant la Fronde. Et à la fin de la Fronde, il va arriver au pouvoir. Et là, la Compagnie du Saint-Sacrement, enfin, ces messieurs, vont lui présenter, voilà, Majesté, le problème récurrent de la mendicité. Nous avons une solution, c'est le renfermement. Et là, il propose les statuts de la création de l'hôpital général. Et Louis XIV signe. Et alors, quand vous avez lu le projet et que vous regardez ça, j'ai dit, mais il n'est pas bien. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça? Il a donné à une caste qui est a priori rétive à toute autorité, plein pouvoir sur les pauvres. Plein pouvoir. C'est-à-dire que la Compagnie du Saint-Sacrement a créé une institution qui s'appelle l'hôpital général, où ils vont avoir des locaux, ils vont avoir le droit d'entrée, le droit de sortie, c'est eux qui vont tout gérer, tout. Ils vont avoir le droit de correction, de tout. Ils ont quasiment le droit de vie ou de mort sur les enfermés. C'est eux qui vont décider de A à Z, et quiconque veut aller regarder ce qui se passe à l'hôpital général, quiconque veut écrire sur l'hôpital général, doit obtenir l'autorisation écrite de 3 directeurs. Et les directeurs se cooptent entre eux. C'est-à-dire que pour devenir directeur à l'hôpital général, il faut avoir été présenté par un autre directeur. Toute cette secte-là, ils ne sont pas encore les jansénistes, mais ça s'en rapproche, ce sont les dévots du Saint-Sacrement. Il y a un livre qui a été écrit qui s'appelle La Cabale des dévots. C'est vraiment, on les voit dans Tartuffe. Ils veulent empêcher quelqu'un d'être reçu magistrat, ils vont écrire des lettres en disant celui-là, il ne passera pas. Enfin, ils font des cabales. Ce sont des gens absolument imbus d'eux-mêmes et extrêmement inhumains, quoi. L'hôpital général, c'est un univers concentrationnel. C'est créé comme ça, c'est voulu comme ça. Et ils ont droit de vie ou de mort surtout. Alors, on n'a plus le droit d'être mendiant, c'est pas le droit de mendier, c'est le droit d'être mendiant. C'est-à-dire que les archers de l'hôpital sont allés arrêter des gens dans un hôtel meublé parce que ces gens étaient des mendiants. Donc, ils ne mendiaient pas en dormant,
hein, mais ils étaient mendiants parce que, comme ils étaient dans un hôtel meublé où quelqu'un avait eu la bonté de leur payer la chambre pour pas qu'ils soient à la rue, on est allé les chercher parce qu'ils sont mendiants, parce qu'ils ne peuvent répondre d'aucun domicile et d'aucun travail fixe. Donc, les mendiants ont obligation de se laisser enfermer. Et c'est ce qu'ils sont qui est le délit et pas ce qu'ils font. D'accord? Ça, c'est absolument essentiel à comprendre. C'est un Je vais délit juste de me permettre, pauvreté. Marion, excusez-moi, de rajouter peut-être un petit détail parce que donc là, on aborde plein de points historiques. Vous avez par exemple parlé de la Fronde et là, on parle de l'affaire de l'hôpital général. On va quand même dire qu'il y a quand même 100 ans d'écart pour ceux peut-être qui ne le savent pas. C'est-à-dire que la Fronde, si je ne me trompe pas, c'est en 1650 et Oui, mais l'hôpital l'hôpital général, c'est général, c'est 100 ans après. 1656. L'hôpital général, c'est 1656. Hmm. La fronde s'arrête en 1656, c'est ça? C'est 52, non, c'est 48-52 la fronde. C'est Oh, 52, bon, oui. 48-52. L'hôpital général est fondé en 56. Donc, c'est directement après Hmm. la fronde. Et la seule explication que j'ai trouvée au fait que le roi ait signé cette chose-là, qui donne plein pouvoir sur les pauvres, c'est que le roi s'est dit, ils en veulent, eh ben, ils me ficheront la paix avec le reste. C'est-à-dire, il leur a donné ça comme un os à ronger. C'est la seule explication que je trouve. Parce que l'autorité royale est totalement bafouée dans la constitution de l'hôpital général. Le roi n'a plus le droit d'aller regarder ce qui se passe à l'hôpital général. Voilà. Donc, le conflit va mettre 100 ans à exploser. Mais le ver est dans le fruit dès 1656. Et le roi a accepté de créer un établissement où il est obligatoire de se laisser enfermer si la vie vous a privé de vos moyens de subsistance. Et c'est absolument terrible. Et l'hôpital général sépare les maris des femmes, sépare les femmes des enfants. C'est absolument abominable, abominable, abominable. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de ça en parlant des jansénistes? C'est quand le roi Louis XIV, sur les conseils de son parrain et Premier ministre Mazarin, a décidé de dissoudre la Compagnie du Saint-Sacrement, qui était un État dans l'État et qui complotait, enfin, un État dans l'État. Vous savez, un système qui fonctionne par cooptation et par le secret, ça a tôt fait de faire de l'ombre à un roi absolu, il n'y a pas de doute. Donc, le roi a dissous la Compagnie du Saint-Sacrement, qui a donc quitté l'hôpital général, et les jansénistes sont rentrés, ils ont pris toutes les places. Et ça a été pire encore, ça a été pire encore. Quand les jansénistes sont arrivés à l'hôpital général, les exactions, les violences, c'est épouvantable. L'hôpital général s'est révélé comme ce qu'on appellera 200 ans plus tard un camp de concentration. C'est quoi un camp de concentration? C'est un espace à ciel ouvert dont on ne peut pas sortir, et dans laquelle la loi extérieure ne s'applique pas. C'est-à-dire que les gens qui sont à la manœuvre à l'intérieur d'un camp de concentration sont absolument en roue libre. Ils sont en roue libre, ils font rigoureusement ce qu'ils veulent, la loi ne s'applique pas. Et les atrocités commises, alors tout ça, ça a été largement dénoncé, les horreurs commises à l'intérieur de l'hôpital général, c'est une horreur. Et l'horreur de l'horreur, c'est ce que moi j'ai découvert en allant fouiller aux archives, parce que moi j'ai fait des études d'histoire là-dessus, c'est mon sujet de master 2, de DE1. Je suis allée relever le nom de tous les enfants qui rentraient et sortaient de l'hôpital général, et j'ai réalisé, enfin là c'est absolument incontestable, que les magistrats, jansénistes, puisque c'est bien eux qui dirigeaient la chose, se livraient à un gigantesque trafic d'enfants, mais épouvantable, épouvantable, épouvantable. Un trafic d'enfants absolument terrible. Des milliers d'enfants rentraient, sortaient et disparaissaient. Et ça, c'est. Et pour ça, d'ailleurs, je me permets, Marion, évidemment, de renvoyer à un livre que vous avez écrit donc, sur le sujet, qui s'appelle donc La Marche rouge, les enfants perdus de l'hôpital général. Donc, parce que c'est vraiment un sujet à part entière très important. C'est pour ça que j'avais expliqué en début d'entretien qu'il va y avoir plein de liens que l'on peut faire sur différents sujets. Et là, en l'occurrence, on parle encore une fois du sujet donc du traitement des enfants et d'une affaire très importante. Et encore une fois, de ce genre d'affaires qu'on ne connaît pas et qui sont quand même très importantes lorsqu'on veut analyser des périodes historiques de France et surtout lorsque la France se dirigeait vers une certaine révolution, quoi. Alors, moi, ce que j'ai compris, qui est absolument extraordinaire, il y a eu une bronca de la magistrature au milieu du XVIIIe siècle, donc c'est le siècle suivant, c'est le siècle de Louis XV. Il y a une bronca qui se fait parce que l'archevêque, une supérieure de la Salpêtrière, la supérieure de la Salpêtrière était la supérieure de l'établissement de la Salpêtrière qui recevait les femmes et les jeunes filles, et elle était responsable également de l'hôpital général de Paris qui comportait la Salpêtrière, Bicêtre et la Pitié. Donc la supérieure de la Salpêtrière, c'était une femme extrêmement importante, une dame de beaucoup, beaucoup de pouvoir, et il y a eu quelques changements qui ont été faits
à la tête enfin, par décision du roi, parce qu'il y avait trop de plaintes sur les mauvais traitements qu'on faisait aux pauvres. Le roi est allé voir l'archevêque de Paris, il lui a dit: vous allez les siéger à l'hôpital général. L'archevêque de Paris était censé siéger au conseil d'administration et il n'y allait jamais, parce qu'on ne l'invitait pas. Il était statutairement censé siéger et il ne siégeait pas. Et le roi est allé voir Monseigneur de Beaumont, qui était un grand et saint homme. Il lui a dit: Monseigneur, vous allez aller siéger à l'hôpital général. Non, je vous nomme archevêque de Paris. Il fallait que le pape entérine, l'affaire est entendue, mais c'était sur proposition du roi. Et le roi lui a dit: vous allez aller mettre de l'ordre à l'hôpital général. Figurez-vous que l'archevêque de Paris a plongé devant le roi en disant: Majesté, je vous supplie de ne rien faire. C'est un ordre. C'est un ordre. Et il a failli y laisser sa liberté et sa vie, hein, Monseigneur de Beaumont, de ce qu'il a découvert. Donc, quand Monseigneur de Beaumont a été nommé à la tête de l'hôpital général, l'ancienne supérieure de la Salpêtrière, elle a pris ses petites affaires et elle est partie, en disant: c'est fini la belle vie, si bien regardez ce qu'on fait là. Parce que c'était la belle vie, c'est une honte, c'est une honte. Sur une misère épouvantable, les officières qui étaient l'encadrement féminin, ces trucs-là, elles faisaient la java, elles amenaient leurs amants, elles faisaient des grandes bouffes. C'est une honte, c'est une honte, c'est une honte. Vraiment, c'est épouvantable. C'est épouvantable. C'est totalement immoral, sur fond de torture, c'est horrible, horrible, horrible. Donc, Monseigneur de Beaumont est arrivé à la tête de l'hôpital général et qu'est-ce qui s'est passé? Toute la magistrature s'est mise en grève. Toute la magistrature se met en grève parce que l'archevêque de Paris, qui statutairement doit siéger à l'hôpital général, décide d'y siéger. Ça n'avait pas quelque chose? Il n'y a pas un petit quelque chose à cacher quand même là-bas-dessous, hein? Alors, jusqu'à ce que Marion Sigaud aille mettre son nez dans les registres d'entrée et de sortie des enfants, ben, personne n'avait d'explication. L'explication, je l'ai trouvée. Je l'ai trouvé. Il se servait, c'était un réservoir. C'était incroyable. C'était même un trafic de prostitution. Voilà. Je vais vous donner un exemple. Que j'ai trouvé. Alors, j'ai pas trouvé toute seule. J'ai également travaillé sur les travaux de Arlette Farge, une grande historienne de la période. Il y avait une jeune fille qui s'appelait Marie-Toussine Leblanc, qui était prostituée, que son père un jour va voir le lieutenant général de police en disant: Monseigneur, je veux une lettre de cachet, ma fille se donne au premier venu, et je veux absolument, voilà, le principe de la lettre de cachet, c'est on la demande, hein, elle n'est pas forcément acceptée, mais on la demande pour le bien des familles. Ma fille, elle fait la pute, hein, bon, donc je voudrais qu'elle aille faire un petit séjour à la prison de la Salpêtrière. Et puis voilà-t-il pas que tout le quartier se mobilise en disant: pas du tout, la fille, oui, d'abord, elle se donne au premier venu, mais enfin, elle fait toucher sa mère, elle fait toucher son père, toute la famille en croque, ce sont des macros, et tu dis: quoi, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc, la police arrête la mère, elle était en train d'allaiter son 7e, on lui arrache le bébé, on la met à la prison. La Marie-Toussine Leblanc va voir le lieutenant général de police, il dit: Monseigneur, je sais que mes parents ont des torts vis-à-vis de moi, mais je vous supplie, rendez ma mère à mes petits frères, à mes sœurs, etc., etc., etc. Donc, en fait, c'était quoi cette fille? Elle couchait avec des magistrats. Donc elle était extrêmement protégée. Quand son père a voulu obtenir une décision de justice pour la faire marcher droit, tous les copains magistrats se sont mobilisés en disant: on va leur montrer, là, c'est assez moins que rien, on va montrer qui c'est qui fait la loi ici. Donc, Marie-Toussine, elle a réussi à faire libérer sa maman, et puis elle a recommencé sa carrière galante. Elle a fait une carrière galante. Il paraît que c'était une des plus jeunes femmes de Paris à son époque. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que Marie-Toussine, c'est un nom vous entendez ça une fois, vous le retenez. C'est-à-dire qu'elle a dû naître un 1er novembre, et puis on l'a appelée Toussine, Marie-Toussine, parce que Toussine, hein, on imagine ça comme ça. Mais quand j'ai vu cette histoire en lisant Arlette Farge, j'ai dit: mais j'ai vu ce nom-là quelque part. Mais avant de relever des centaines et des centaines, jusqu'à des milliers de noms sur les registres de la Salpêtrière, je me suis dit: Marie-Toussine, je l'ai vue. Et quand je mettais tous ces noms sur des tableurs, je fais Toussine, clac, paf, ça y est, elle sort. Marie-Toussine est rentrée à la Salpêtrière. Elle était ni pauvre, ni orpheline, ni isolée. Elle avait un papa, une maman, elle avait une famille. Qu'est-ce qu'elle est venue faire à la Salpêtrière? Elle y est restée 3 mois, elle est ressortie, on la retrouve au bordel. C'est quoi cette affaire? Ah, je vais vous expliquer. C'est que quand on voulait faire une fille galante avec une vierge, on ne pouvait pas vendre un pucelage. C'était impossible. Il n'y a pas une mère maquerelle qui aurait risqué tout son business en vendant un pucelage. C'était impossible. C'était la limite. Hein. C'est-à-dire que la prostitution était tolérée, elle a toujours été tolérée. La prostitution, si vous voulez l'arrêter, c'est plus compliqué, il faut la tolérer et l'encadrer. Mais il était impossible de vendre un pucelage.
Alors qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on l'a envoyée à la Salpêtrière, hein, d'accord? Puis après elle est Mmh. ressortie, elle a pu faire sa carrière. C'est-à-dire que c'était également l'antichambre de la prostitution. C'est pas mal, non? C'est pas Bah, mal, non? anecdote quand même importante, à intégrer et j'aimerais qu'on puisse, commencer à refaire un lien avec, l'Église. Parce que, par exemple, je vous poserai la question par rapport à cette affaire-là. Quelle a été la réaction, en fait, justement de l'autorité religieuse? Est-ce que vraiment l'Église ne pouvait pas mettre son nez? Est-ce qu'il y avait peut-être du déni? Parce que si je vous pose ces questions, là, c'est que on sait très bien quel est l'avis, global de la jeunesse qui suit l'éducation républicaine et qui peut avoir, des idées donc préconçues sur l'histoire de l'Église. Parler justement le fait que si on parle de traitement, comment dire? De violence envers les enfants, les gens vont bien aimer dire: «Oui, mais justement, on sait très bien ce qu'ont fait les prêtres». Par Eh bien exemple, le justement pas. traitement Alors je vais le dire maintenant, parce que c'est le moment quand même, hein. Tous ces gens qui maltraitaient les pauvres étaient des laïcs. C'était des laïcs. Et alors je vais vous raconter la genèse de l'histoire de l'hôpital général. Parce que l'affaire de l'hôpital général, ça commence pas à la Salpêtrière, ça commence à Bicêtre. Alors à Bicêtre, il se passe quoi? Il se passe que vous avez des pieux laïcs qui sont des jansénistes qui disent nous allons venir apporter le lait du chrétien à ces pauvres enfants de cœur, tous ces enfants enfermés. Bicêtre, c'est les garçons, c'est les hommes et les garçons, au-dessous de 12 ans, au-dessus de 12 ans. Hein. De 5 à 12, c'est la pitié, puis après au-dessus, c'est voilà, c'est Bicêtre. Donc, vous avez des saints laïcs qui vont à Bicêtre et qui disent nous allons apporter une bonne et saine éducation à ces enfants. Et puis, ils arrivent, ils s'installent à la Salpêtrière avec la, la caution de messieurs les magistrats, et puis ils vont voir les prêtres en disant bon ben les gosses là, on va les déménager, on va les mettre avec nous et vous vous en occupez. Les prêtres disent attendez c'est quoi là? Les enfants de cœur c'est nous qui nous en occupons. Non 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 non, on n'a plus besoin de vous. C'est-à-dire qu'en fait vous avez des pieux laïcs qui viennent à Bicêtre, qui chassent les prêtres de l'influence des enfants de cœur et qui les emmènent, qui les font coucher dans des dortoirs spéciaux où ils peuvent les surveiller, etc., etc. Alors, je veux dire, le fond de l'histoire. Ces enfants de cœur, à l'époque, il y en avait un qui était enfant de cœur, précisément à cette époque-là, et qui a tout vécu parce qu'il y était. Et parmi les pieux laïcs, il y avait son frère. Et cet enfant de cœur s'appelait Nicolas Restif de la Bretonne. C'est-à-dire qu'il a fait une grande carrière d'écrivain et il a tout raconté. Alors, on peut savoir très précisément ce qui se passait à Bicêtre, c'est qu'on a envoyé des pédérastes retirer les enfants de cœur aux prêtres pour pouvoir aller leur faire ce qu'on leur faisait, c'est-à-dire, vous avez compris, vous avez compris. Donc, Sarestif de la Bretonne, il est absolument formel, il est absolument formel. Il y avait également les coups de fouet, enfin, le sadomasochisme, tout ce qui va avec. Lui-même, on a compris qu'il a rendu certains services à certaines officières, parce que voilà, pour améliorer l'ordinaire, à 11 ans, on était encore capable de faire on était déjà capable de faire un certain nombre de choses par complaisance. Et l'affaire de l'hôpital général démarre quand les prêtres se révoltent contre ce qu'ils comprennent de ce qui se passe et qu'on fait aux enfants. Mais qu'est-ce que c'est que l'affaire de l'hôpital général? C'est une affaire de pédérastie qu'on a étouffé dans l'œuf. Qu'on a étouffé dans l'œuf. Alors on l'a étouffé en disant, alors on a lâché Voltaire qui a dit c'est parce qu'ils étaient jansénistes, etc. Non, s'ils n'avaient pas été pédérastes, on s'en fichait qu'ils soient jansénistes. C'était des pédérastes. C'était des pédérastes. Ils venaient violer des enfants de cœur. Enfin bon, c'est bon là. Alors, il faut comprendre que l'archevêque de Paris, à cette époque-là, il était gâteux, il était vieux, et chaque fois qu'on disait quelque chose, bon, il était sur le retour, quoi. Il n'avait aucun ressort, et on lui disait Monseigneur, Monseigneur, venez mettre de l'ordre à l'hôpital général, et il n'était pas en état. Et c'est là que le roi a nommé Christophe de Beaumont. Et c'est là que grève générale. Grève générale. Alors, l'affaire de la pédérastie à Bicêtre, elle est absolument avérée. Elle est absolument avérée. C'est incontestable. Le témoignage de Restif de la Bretonne est absolument accablant. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que avant de lire le témoignage de Restif de la Bretonne, je lisais le compte-rendu que faisait de l'affaire les Nouvelles Ecclésiastiques, qui sont le journal des jansénistes. C'était la feuille de chou des jansénistes, qui était dirigée par un monsieur qui s'appelait Louis-Adrien Lepage, c'est une espèce de sadique, enfin bon, bref. Les Nouvelles Ecclésiastiques donnaient de l'affaire de l'hôpital général suffisamment de détails pour qu'on comprenne qu'il y avait anguille sous roche. Qu'est-ce que c'est que ce… Alors, il y avait un vieux monsieur qui venait tous les jours de loin pour voir ses enfants de cœur, et puis il les emmenait en ville pour leur… Non, c'est bon, il les emmenait en ville pour quoi faire?
Alors, il y avait des gens qui prenaient les enfants de cœur pour les emmener jardiner en ville. Il y avait tout ce qu'il fallait à Bicêtre, il y avait des potagers, il y avait tout ce qu'il fallait. Ils les emmenaient jardiner à l'extérieur, qu'il y a un jardinage. Oh, racontez-nous ça. Racontez-nous ça. C'est clair qu'ils se servaient des enfants. C'était un repère de pédérastes, de pédérastes. Alors, pas de pédophile. Un pédophile, c'est plus petit. Pédéraste, c'est à partir de la puberté, ce qui était le cas de ces malheureux enfants de cœur. Alors, il y a eu des bagarres épiques, hein, à un moment donné, les pieux laïcs avec, comment il s'appelait, le Nicolas, non, Nicolas, c'était celui qui a écrit, Aristide de la Bretonne, comment s'appelait son frère? Je ne sais plus, je me souviens plus. Enfin, il y a eu des moments épiques où les pieux laïcs et les prêtres de l'institution, ils se sont battus à coups de pincette. Hein. Il y a eu des voies de fait. Bon, donc, qu'est-ce qu'il a fallu faire pour établir l'ordre? Eh bien, demander à Monseigneur de Beaumont d'aller y mettre de l'ordre. Ah là là là, la misère! Ah là la misère! Qu'est-ce qu'il n'avait pas fait là? Et les magistrats ont essayé de le faire arrêter. De le faire arrêter. Il lui a envoyé un mandat d'arrêt. Le roi a mis l'archevêque à l'abri, in extremis, il allait partir en prison. C'est effroyable. Alors, qu'est-ce que faisait l'Église là-dedans? Ben, elle se défendait, elle se débattait, elle faisait de son mieux. D'imaginer que l'Église était toute puissante, c'est ne pas comprendre ce que c'était que la situation de l'Église à l'époque. Les magistrats jansénistes passaient leur temps à faire la loi, à désobéir. Par exemple, je vais vous expliquer en quoi l'Église était totalement impuissante. Si un mourant veut recevoir les derniers sacrements, bon, il va se confesser. Il va se confesser. Il va faire venir un prêtre. Bon. Et les jansénistes, quand il y avait un mourant, ils appelaient un prêtre et le prêtre disait: messieurs, est-ce que vous pouvez sortir? Tous les gens qui étaient autour. Non. Elle dit: je ne peux pas confesser. Ben, vous refusez de confesser, vous refusez de donner les sacrements. Il dit: je ne refuse pas, je voudrais l'entendre en confession. Ben, confessez-le. Non, mais pas avec vous. Donc, le prêtre essayait de faire sortir la famille, les comparses, etc., qui refusaient de sortir. Donc, le prêtre disait: je ne peux pas administrer. Tant qu'on lui mettait la main au collet, refus de sacrement. Refus de sacrement. Et le Parlement, c'est-à-dire les juges laïcs, pourchassaient des prêtres au nom de leur loi à eux pour refus de sacrement. Et le prêtre disait: mais attendez, en termes de sacrement, j'obéis à ma hiérarchie, j'obéis aux ordres de Monseigneur l'archevêque. C'est lui mon supérieur, c'est pas vous. Ha ha, rébellion. Et hop, on l'envoyait aux galères, on lui piquait tout son bien. C'est effrayant. La tyrannie que ces juges jansénistes ont fait subir aux prêtres et à l'archevêque de Paris et à plusieurs évêques dans le pays, c'est inimaginable, inimaginable. Vous avez un évêque à Troyes, il a refusé, des juges lui ont donné l'ordre d'administrer les sacrements dans les conditions que je vous ai dites à un mourant. Il a dit: je n'ai pas d'ordre à recevoir de vous. On a saisi et vendu tous ses meubles devant sa porte. Il s'est retrouvé sans rien. Et c'était la justice laïque, là. Alors, que faisait l'Église? Ben, elle essayait de se battre. Elle se battait au mieux. Et elle a eu un personnage absolument étonnant. J'ai infiniment de respect pour Monseigneur de Beaumont, parce que tout ce que j'ai vu de lui, c'était apparemment vraiment un prélat extraordinaire, d'une charité insondable, d'un caractère absolument extraordinaire, mais il a failli y laisser la peau à différentes reprises. Et alors, je n'ai aucune certitude, je n'ai aucune garantie qu'il ait découvert les trafics d'enfants que j'ai découverts moi. Parce qu'à mon avis, il n'a pas eu le temps. Il n'a pas eu le temps de voir. Il a vu que chaque fois qu'il voulait faire quelque chose, il était désobéi. Chaque fois qu'il voulait aller regarder, il y avait la bronca. Enfin, ça a été absolument terrible, terrible, terrible. Mais je n'ai absolument aucune espèce d'indice qu'il aurait compris ce que j'ai compris. Et moi, ce que j'ai compris, c'est avec un tableur, parce que je pense que si j'avais relevé tous ces noms d'enfants qui rentrent et qui sortent, sans l'avoir mis sur un tableur qui fait gling-gling quand il y a des anomalies, je vais vous parler d'une anomalie extraordinaire que j'ai remarquée et que mon tableur m'a permis de voir. Les enfants qui avaient été abandonnés ou enlevés à leur mère, hein, parce qu'il y avait des abandons, mais il y avait aussi enfin bon, c'est horrible. C'est horrible. Bref, des enfants séparés de leur mère qui étaient allés à ce qu'on appelait la couche, c'est-à-dire depuis la fin de la nourrice jusqu'à l'entrée à la Salpêtrière. C'était la couche du Parvis, c'est à côté de la rue Saint-Antoine. C'était un établissement où on rentrait à 3 ans et puis on sortait à 5-6, quoi. Hein. Donc, la couche de Saint-Antoine, pardon, de la rue Saint-Antoine, elle était à peu près à 800 mètres de la Salpêtrière. 800 mètres, 1 kilomètre, il y avait la Seine à traverser, puis il y avait un bac. Donc, quand les enfants avaient terminé leur temps à la couche,
petit garçon et petite fille ensemble. On les mettait dans un carrosse, ils remontaient la rue Traversière, ils traversaient la Seine, les petites filles s'arrêtaient à la Salpêtrière et les petits garçons continuaient jusqu'à la Pitié. Hein? Bon, ils mettaient 2 jours à arriver à destination. 2 jours. Alors qu'il y a 800 mètres. Oh, oh. Et mon tableur, il s'est mis à clignoter parce que j'ai vu que la date de sortie et la date d'arrivée, c'était pas la même. Puis il y en avait qui se perdaient en cours de route. Il y avait par exemple 12 gosses qui partent et il y en a que 8 qui arrivent, ils sont partis où les 4 autres? Puis ils ont dormi où pendant 2 nuits? C'est quoi cette histoire? Un trafic pédophile. C'est un trafic pédophile. S'il y a une autre hypothèse, moi je l'écoute. Et encore une fois, là, ce que vous dites, c'est ça se base sur des sources, enfin des archives que vous avez étudiées. Ah bah ça, c'est des archives que j'ai épluchées. Toutes les sources. Voilà, c'est pour dire que ça vient pas de votre esprit, mais qu'on parle de documentation qui sont Ah bah moi, ce sont les archives, de l'assistance publique. J'y ai passé quasiment 2 ans, une après-midi, une journée par semaine pendant 2 ans. 2 ans scolaires, c'est-à-dire, disons, d'octobre à juin, tous les mercredis, boum, je passais mes journées. Alors, au début, je recopiais puis après, j'ai pris des photos, puis après, j'ai une documentation absolument extraordinaire. J'ai les entrées. Alors, je peux vous dire que, par exemple, la mortalité des gosses qui arrivaient, elle était inexplicable. Inexplicable. Vous avez des gosses qui ont survécu à l'abandon initial, qui ont survécu aux années à la couche. Ils arrivent à la Salpêtrière, ils sont morts 3 mois après. On peut savoir de quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'on aura fait? Qu'est-ce qu'on aura fait? Il y a la rigueur janséniste et l'intransigeance janséniste masquent des vicieux qui. Mais en plus de ça, il y a qu'à voir comment ils traitaient les enfermés, comment ils traitaient les femmes. C'est épouvantable. C'est épouvantable. C'est concentrationnaire. C'est un travail d'une tristesse, vous ne pouvez pas vous imaginer. On ne ressort pas indemne d'une étude comme ça. On ne ressort pas indemne. C'est insupportable. J'ai notamment étudié les billets accrochés aux langes des enfants qui arrivaient à la couche. Alors, il y a des historiens qui ont écrit le délitement des mœurs, les femmes, elles veulent plus s'occuper de leurs gosses, elles les abandonnent. Elles les abandonnent pas, elles les confient à l'institution parce qu'elles peuvent plus les nourrir, parce que on est en pleine révolution libérale et le prix du pain augmente. Alors quand on est seul, que soit le mari est mort, soit qu'il a abandonné et que surtout avec un bébé, eh ben on ne pourra pas nourrir son bébé si on doit courir après. Voilà, donc sur les billets, il s'appelle Pierre, elle s'appelle Marie-Claude, prenez-en bien soin, je le reprendrai quand je pourrai, il a été baptisé. Ce sont des billets pleins d'amour, pleins d'amour. J'ai passé une journée, je suis rentrée le soir, j'étais complètement rincée, j'avais les larmes aux yeux. Des caisses comme ça, des boîtes pleines avec. Il y avait encore quelquefois l'épingle rouillée sur le petit bout de papier. Oh là 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 là, quelle misère. Donc, les gens abandonnaient leurs enfants, non pas pour les abandonner, mais pour les confier à une institution en espérant que l'institution fera mieux qu'elle. C'est ça le truc. Et j'ai vu plusieurs cas de femmes, une fois qu'elles ont confié leur enfant à l'institution et que la situation s'améliore, elles vont pour récupérer leur enfant, on leur dit non. Mais pourquoi non? Ben non, parce que non. Vous n'aviez qu'à venir, mais je ne pouvais pas, je vous l'ai confié. Ah ben, mais enfin, si c'est pour le bien de l'enfant, il n'y a qu'à le rendre à la mère, puisqu'elle maintenant, elle peut. C'est toutes les solutions retenues à l'intérieur de cette institution sont toujours les plus mortifères, les plus douloureuses, les plus insoutenables. Ce sont des sadiques. Ce sont des sadiques. On a affaire à des sadiques qui jouissent du mal qu'ils font aux plus pauvres, aux plus faibles. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Épouvantable. Et je comprends que quand le roi a voulu y mettre de l'ordre, il ne pouvait déjà plus. Et justement, Marion, j'aimerais, donc encore une fois, là, c'est un sujet très sérieux. Je vais faire un rappel que pour les personnes qui aimeraient en savoir plus sur ces sujets qui sont donc évidemment très importants, il y a à la fois le livre que vous avez rédigé, qui est donc La Marche rouge des enfants perdus de l'hôpital général, mais même pour ces sujets-là importants et même pour un côté plus contemporain, regardez évidemment le travail sur l'affaire Kinsey, qui est aussi important, évidemment, surtout pour les répercussions aujourd'hui, parce que malheureusement, de tout temps, il y a toujours eu ces problématiques-là, mais c'est important de comprendre quelle est la forme exacte de ces problématiques aujourd'hui pour protéger en tout cas. Aujourd'hui,
simple. Aujourd'hui, les services sociaux, alors les services sociaux sont directement issus de l'hôpital général. L'hôpital général a été dissous à la Révolution, il a été remplacé par l'assistance publique, on prend les mêmes et on recommence. On prend les mêmes et on recommence. Toutes les horreurs qui ont été perpétrées par l'ancien système n'ont jamais été dénoncées, donc il n'y a aucune raison qu'elles se soient arrêtées. Donc, les trafics d'enfants, l'arrachage des enfants aux parents pauvres ou aux parents dépassés, ça n'a jamais cessé. En ce moment, ça s'accélère. Ça s'accélère. Il y a de plus en plus de parents. Alors maintenant, c'est sur menace. Parce que maintenant, on a inventé un truc, aujourd'hui, c'est l'interdiction de la fessée. Comment on fait pour interdire la fessée si ce n'est en mettant un flic dans chaque foyer? Comment on fait? Comment on fait pour interdire? Oui, mais là, on interdit la fessée, mais ce n'est pas contraignant. Alors, si ce n'est pas contraignant, ce n'est pas interdire. Alors, arrêtez votre char. Moi, je suis tous les jours, sollicités par des gens qui racontent qu'on leur prend leurs enfants, on leur enlève leurs enfants, sous prétexte que, alors, vous êtes trop pauvre, on vous enlève votre enfant, on ne peut pas vous aider à être moins pauvre? Non, 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 non. On vous enlève vos gosses, et c'est pas en France, c'est partout en Europe. Le pire que j'ai vu, c'est en Suède. C'est épouvantable, c'est épouvantable. Parce que la loi, enfin c'était, parce que je ne sais pas si c'est pas en train. Attendez, il faut que je change de siège un instant. Il n'y a pas de problème. Et de toute façon, maintenant, je vais être obligé de vous couper peut-être sur ce sujet. On pourra avoir, à mon avis, même l'occasion de refaire toute une émission ensemble sur ce sujet précis, parce que j'aimerais, vu qu'il va nous rester quelques minutes avant de faire la pause, de pouvoir terminer sur le jansénisme et de terminer sur un autre aspect qui va être, vu qu'on parlait de la fragilité de l'Église pour cette problématique-là, je voulais parler d'un événement historique précis qui a été la réaction du pape avec tout simplement la bulle, excusez-moi de la mauvaise prononciation, c'est Unigenitus. Unigenitus, oui. Voilà. Oui. Et je pense que ce serait quand même important aussi d'en parler, vu que là, on a pu expliquer un côté plus laïque, mais je voudrais qu'on parle de la résistance de l'Église, ou en tout cas des actions de l'Église par rapport au jansénisme. Alors, le roi Louis XIV a demandé, quand il n'arrivait pas à obtenir obéissance de la part de tous ces jansénistes qui disaient oui, vous avez raison, Majesté, mais, le roi a demandé au pape de trancher une bonne fois pour toutes sur le jansénisme, non pas sur l'Augustinus, mais sur le jansénisme en général. Le pape a rendu une bulle qui s'appelle Unigenitus, qui dit que le jansénisme est une hérésie. Donc, à partir du moment où le jansénisme est une hérésie, on ne discute plus, on interdit le jansénisme et ça va s'arrêter là. Ça ne s'est pas arrêté là. Le roi Louis XIV est mort, le régent est arrivé pour pouvoir avoir les pleins pouvoirs. Il a fait sortir les jansénistes que Louis XIV avait mis en prison. Il a rendu aux magistrats le droit de remontrance que le roi Louis XIV avait sérieusement bridé, et c'est reparti pour un tour. Les jansénistes ont repris le pouvoir et ils ont empoisonné la régence, ils ont empoisonné tout le règne de Louis XV. Ça n'a vraiment jamais arrêté. Alors, en quoi est-ce que les jansénistes pouvaient résister à la bulle? Eh bien, en ne l'enregistrant pas. Une bulle papale s'enregistre comme une loi royale. Si on refuse d'enregistrer, ça n'est pas opérationnel, ça n'est pas applicable. Et les juges ont refusé, on les a obligés. Le roi en a fait une loi, enfin le régent, et ensuite le cardinal de Fleury en a fait une loi d'État. Ils ont refusé. Ils ont inventé que Dieu leur faisait faire des miracles. Les miracles de Saint Médard, c'était des scènes de sadomasochisme absolument épouvantables. Ils disaient, regardez, Dieu est avec nous, Dieu fait des miracles. En fait, c'était des atrocités. C'est épouvantable. Les jansénistes ont été de tous les coups tordus, et le roi, le pape n'a jamais pu obtenir que sa bulle soit acceptée. Ils ont refusé. Et quand la bulle a été enregistrée de force, et alors non, c'est pas qu'elle a été enregistrée de force, elle a été enregistrée au Grand Conseil. C'est-à-dire que quand le Parlement résistait trop fort, il y avait le Grand Conseil qui était réuni par le régent en l'occurrence, pour pouvoir faire l'enregistrement en lieu et place. Et le pape a dit au régent, mais le Grand Conseil c'est bien, et moi je voudrais le Parlement. Et le régent a explosé en disant, mais qu'il essaye votre pape, moi je peux pas plus. C'était impossible. Les jansénistes ne cédaient jamais, jamais. Ils voulaient toujours avoir le dernier mot. Donc l'Église n'a pas réussi à imposer sa loi. Mais c'était une loi d'Église, c'était une loi qui ne regardait que les affaires religieuses. L'Église n'a pas réussi. Imaginez que l'Église était toute puissante. Pour comprendre ce que c'était que le pouvoir réel de l'Église, il faut... j'ai fait une conférence là-dessus qui s'appelle
de l'Église, là. La guerre des juges contre l'Église. La guerre des juges contre l'Église. On trouve ça sur ma chaîne YouTube. Vous regardez cette conférence que j'ai faite et vous comprenez que la toute-puissance de l'Église est une plaisanterie. L'Église était aux abois. Aux abois. Les évêques se faisaient saisir, vendre leurs biens, mettre en prison, mais c'est hallucinant. Hallucinant. Enfin, mettre en prison, non, mais in extremis. Monseigneur de Beaumont, il a vraiment failli. Voilà. Et tout ça, ça a amené à quoi? À la Révolution. Et les débuts de la Révolution, c'est quoi? C'est la constitution civile du clergé. Ben, c'est quoi? C'est les jansénistes qui ont gagné. Ils sont plus visibles, on les voit plus, mais c'est eux qui triomphent. C'est eux qui triomphent. L'Église va être soumise à l'État. Alors qu'avant, l'Église, elle était soumise à elle-même. Les règles d'Église étaient complètement indépendantes de l'État. Quand l'Église disait on ne travaille pas le dimanche, si le patron disait oui, mais enfin, votre pape, il est bien gentil, mais chez moi, on travaille le dimanche, eh ben non. L'Église, elle protégeait les petits, en l'occurrence. Elle protégeait les petits, elle protégeait les communautés, elle protégeait les populations. Et un jour, on a dit, ben non, constitution civile. Les prêtres, ce qu'on appelait un prêtre réfractaire, c'était un prêtre qui ne voulait pas jurer fidélité à la constitutionnalisation de l'économie de marché, pour faire un raccourci. Hein? La première constitution, c'est bien la constitutionnalisation de l'économie de marché. Libre circulation des grains, interdiction de la taxation, interdiction de la police des grains, etc. C'est la constitutionnalisation de l'économie de marché. Mais il y a des prêtres qui disent non. Là, de rappeler que pour la constitution civile du clergé, donc c'est en 1790, et que c'est une période très importante à observer sur les années après 1789, le nombre de lois qui ont été votées, qui sont passées, qui ont supprimé énormément en fait de liberté, tout simplement à la population française qui pensait avoir justement atteint la nouvelle liberté, la vie magnifique après avoir justement fait tomber le roi, l'autorité royale. On peut regarder, se souvenir par exemple de la fameuse loi Le Chapelier, qui est quand même, je pense, j'ai failli être vulgaire, mais c'est une bonne moquerie par rapport au message même de la Révolution française. Donc c'est quand même important. Voilà, je voulais juste rappeler la date, étant donné que là on chevauche différentes dates. Par exemple, la bulle, c'était dans les années 1710. C'est 1713. La bulle Unigenitus, c'est 1713, c'est-à-dire 2 ans avant la mort de Louis XIV. Voilà. Et la constitution civile du clergé, donc là on est à la Révolution française. C'était pour préciser à la fin du siècle. Les spectateurs soient perdus. Je vous laisse continuer. Que dire d'autre? Ouais, la constitution civile du clergé, c'est la soumission de la religion à la politique, et c'est ce qu'ont toujours voulu les jansénistes. Les jansénistes voulaient que, en termes de sacrement, ce soit les juges et les avocats qui traitent. Pour décider s'il y avait miracle ou pas, que ce soit les juges et pas le pape. Pour décider, les jansénistes étaient des gens qui voulaient que le pouvoir civil légifère en matière religieuse et que la religion soit soumise aux juges. Et là, par exemple, il y a une histoire que tout le monde connaît sans la connaître, c'est l'histoire du chevalier de la Barre. On sait que le chevalier de la Barre, il a été, alors Voltaire prétend qu'il a eu la langue arrachée, le poing coupé, etc., etc. Non, on lui a coupé la tête pour des blasphèmes horribles qu'il avait perpétrés, qui ne méritaient absolument pas la peine de mort. La peine de mort lui a été appliquée par les juges laïcs et anticléricaux, alors que l'évêque local, Monseigneur de la Motte, a tout fait pour essayer de sauver le jeune homme, en disant il a certainement mérité les pires supplices dans l'autre monde et dans ce monde-ci, mais Seigneur, je vous demande pitié, sauvez ce jeune homme. Monseigneur de la Motte est allé plonger au pied du roi pour le supplier de sauver le chevalier de la Barre. Le roi n'a pas voulu. Qui a voulu la mort du chevalier de la Barre? Les magistrats jansénistes qui ont voulu enquiquiner l'évêque, parce qu'à partir du moment où l'évêque voulait sauver le jeune homme, les juges ont décidé de le sacrifier. Ils ont sacrifié un jeune homme de 19 ans à leur haine de l'Église, à leur haine. Et pourquoi voulait-il absolument se venger de Monseigneur de la Motte? Parce que dans l'affaire du refus de sacrement, Monseigneur de la Motte avait dit « Messieurs les juges, vous êtes maîtres en votre matière, mais pas dans la mienne. Vous ne me direz pas quoi faire. J'obéis à ma conscience et à mon pape. J'obéis à ma conscience et à ma hiérarchie. Vous n'avez pas à vous occuper de nos affaires. » Et les juges parisiens ont voulu absolument se venger de Monseigneur de la Motte et ils l'ont fait en sacrifiant un garçon de 19 ans. Alors que tu n'es pas si innocent que ça, mais ça ne méritait pas la mort en toute hypothèse. Voilà. Mais de toute façon, je pense qu'il y a énormément d'anecdotes historiques importantes qui permettent de montrer la problématique finalement qu'il y avait avec plutôt donc des autorités laïques et non religieuses. Vous avez pu en parler plusieurs fois dans différentes conférences. Alors, il va nous rester quelques minutes avant la pause, Marion. Alors, je tiens juste à le préciser parce que donc, ce sont les allées du direct. Il va falloir absolument que j'aille aux toilettes. Je suis désolé. Donc,
Et donc il faudra au moins une petite coupure. Alors je peux peut-être vous laisser vous exprimer, mais c'est que là, je fais de mon mieux pour rester de marbre, mais ça va devenir une urgence. J'en ai là pour 30 secondes. Hein. Donc là, on avait parlé de la constitution civile du clergé, c'est-à-dire finalement la victoire, enfin on a réussi, les jansénistes ont réussi à atteindre certains de leurs objectifs, hein, c'est-à-dire la destruction de l'autorité royale, le fait de la destruction aussi donc de l'autorité papale. De l'autorité de l'Église, de etc. l'autorité de l'Église. Mais Oui. est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer ce qu'il s'est passé après pour le jansénisme? Parce que donc là, on parle donc de tout un mouvement religieux Voilà. qui a subi des persécutions, mais après, qu'est devenu ce mouvement-là? Et je Alors, vais vous laisser vous d'accord. exprimer, si ça ne vous dérange pas, toute seule 30 secondes, je reviens. D'accord. Et je vous Alors, écoute. bon, ce qui s'est passé, c'est que les jansénistes ont eu comme obsession, c'était véritablement obsessionnel chez eux, de se débarrasser des jésuites. Voilà. Tout ce que faisaient les jésuites, ou ce qu'ils ne faisaient pas, peu importe, les jansénistes étaient toujours dire c'est la faute des jésuites, c'est la faute des jésuites. Alors, il y avait une formule extraordinaire concernant l'attentat de Damien. Damien c'est un monsieur qui a fait un attentat contre le roi. Donc, il y a des jansénistes qui ont dit bien sûr, il n'y a aucune preuve que les jésuites ont participé au complot, mais moins on trouvera de traces de leur participation à ce complot, plus on pourra redouter que ce complot ait été mené par des gens particulièrement habitués à masquer les traces, et plus on pourra soupçonner que c'est eux. C'est-à-dire, moins il y a de preuves et plus il y a de preuves. C'est absolument hallucinant. Donc, ils étaient toujours, les jansénistes, mais le matin, le midi, le soir, à vouloir la peau des jésuites. Et un jour, ils l'ont eu, la peau des jésuites. Alors, je ne vais pas raconter ça ici, parce qu'il y en a pour des heures, hein, de raconter comment les jansénistes ont fini par avoir la peau des jésuites. Mais le fait est qu'à partir du moment où ils ont réussi, c'était en 1765, à partir du moment où ils ont réussi véritablement à se débarrasser des jésuites, eh ben, ils ont eux-mêmes disparu, quoi. Ils ont même disparu. Alors, c'est pas qu'ils étaient plus, ils étaient plus, ils étaient plus là, ils étaient toujours là, mais la guerre était gagnée. Donc, ils se sont délités. On a cessé de les voir. Et alors, on sait qu'ils étaient encore là par la constitution civile du clergé, puisque la constitution civile du clergé, c'est bel et bien leur victoire à eux. C'est-à-dire qu'ils ont toujours voulu la soumission de la société, la soumission de la religion au pouvoir politique. Donc, avec la constitution civile du clergé, ils l'ont eu. Ils l'ont eu, et à partir du moment où ils l'ont eu, bon, ben voilà, ils avaient gagné. Alors, moi, j'ai souvent retrouvé, y compris dans ma famille, une influence janséniste dans ce qui est resté l'Église de France. J'ai eu véritablement, j'en ai parlé à une de mes tantes, alors maman est morte depuis trop longtemps, mais j'en ai parlé à une de mes tantes. Ma mère m'avait dit, tu sais, chez nous, on avait la religion triste, on était plutôt jansénisants. Donc, je me suis renseignée auprès de plusieurs personnes de la famille. Il n'y a pas de trace de jansénistes dans la famille, mais de la mentalité janséniste. C'est-à-dire que ce qu'a voulu me dire ma tante, et je le comprends comme ça, il y a dans la religion telle qu'elle est vue par les jansénistes une espèce de parti pris, de tristesse, le plaisir c'est moche, le bonheur ça sera dans l'autre monde, faut pas rigoler trop fort, après on pourrait pleurer. Enfin, il y a une espèce de tristesse et de renoncement au bonheur qui fait de la religion un repoussoir. Et moi, je l'ai vécu comme ça. Moi, j'ai beaucoup aimé la religion quand j'étais petite, mais pas tout, pas tout. Il y a des choses que j'ai vraiment, vraiment rejetées. Il y avait systématiquement le parti, c'est ce parti pris que j'ai trouvé à l'hôpital général. Systématiquement, la bonne solution, c'est celle qui fera le plus de mal. Ben, je suis pas d'accord. Je suis plus d'accord avec ça. Accepter la souffrance, c'est pas la même chose que d'estimer qu'il y a que ça de vrai. Hein. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Je veux dire, rendre grâce à Dieu, c'est également pour les belles choses de la vie, et c'est ça l'humanisme. L'humanisme, c'est de rendre grâce à Dieu pour les belles choses de la vie. C'est pas de dire, ah, les belles choses de la vie ne sont là que pour vous préparer l'enfer. Voilà. Donc, il y a eu une survivance, à mon avis, du jansénisme dans une certaine tristesse, dans une certaine une espèce de masochisme distillé chez un certain nombre de religieux en France. Et alors que ça n'a pas toujours été comme ça. Ça n'a pas toujours été comme ça. Et paradoxalement, quand j'ai entendu dire du mal de jésuites étant jeune, j'entendais dire du mal des jésuites comme étant des gens qui, au contraire, qui étaient très très rigoureux et qui étaient intransigeants. Alors qu'à l'époque des jansénistes, on leur reprochait juste l'inverse. On leur disait qu'ils étaient trop coulants, qu'ils étaient trop indulgents. Par exemple, ils donnaient la confession à des gens qui avaient dansé le jour où ils avaient reçu le corps sacré de notre Seigneur, c'est-à-dire, et ils avaient donné
la communion à des filles de village qui avaient dansé. Mais si elles ne dansent pas le dimanche, elles vont danser quel jour? Mmh. Hein? Donc voilà, il y avait toujours des gens pour interdire, alors pour interdire les danses, pour interdire les bals, pour interdire la rigolade, il y a un jour un évêque janséniste, il a fait fouetter un garçon parce qu'il avait embrassé une fille à l'issue d'une danse. Non mais c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, voilà. Donc il y a je pense qu'il y a eu une survivance du jansénisme dans une certaine tristesse, un côté sombre du catholicisme français, qui n'existait pas dans l'ancien temps et qui, à mon avis, a survécu, qui est revenu avec le retour de l'Église après la catastrophe révolutionnaire. Donc je crois que l'Église de France n'est jamais revenue telle qu'elle avait été avant. C'est mon impression. Voilà. Mmh. Eh ben, très bien, merci beaucoup, Marion. On va bientôt arriver, donc à l'horaire de la pause, même si j'ai pris une pause très rapide, il faudra encore m'excuser, c'était pas du tout Non, non, irrespectueux c'est très bien, c'est irrespectueux. très bien. C'était vraiment une urgence. Donc il va nous rester quelques minutes avant la pause. Est-ce que vous avez peut-être un dernier commentaire à faire qui vous semble important, encore une fois, pour essayer de comprendre l'importance qu'a pu avoir donc la Jansénie. Je pense qu'on a pu faire un tour d'horizon quand même assez global. Évidemment, je peux renvoyer nos spectateurs qui seraient intéressés par le sujet aux différentes conférences que vous avez pu faire qui sont accessibles aussi sur tout simplement sur Internet. Je vais aussi rappeler les ouvrages que vous avez pu écrire. On a parlé donc de l'hôpital général, mais il y a aussi des figures importantes. Étant donné qu'on parlait de l'influence, par exemple, donc des jansénistes et de leur pensée qui a pu influencer des penseurs des Lumières ou de certains philosophes. Il y a un excellent livre que vous avez rédigé qui est sur le personnage de Voltaire, qui est absolument à lire. Mais peut-être que vous voulez, peut-être qu'on peut dire un petit mot sur le personnage de Voltaire, parce que ça me semble important, peut-être de pouvoir encore une fois montrer on a parlé de Tartufferie tout à l'heure, et je pense que c'est quelque chose d'important à creuser, étant donné que le sujet là qu'on vient d'aborder exposait quand même pas mal de problèmes de pensée paradoxale, de pratiques finalement de Tartuffe, de manipulation. Donc je pense que ça pourrait aider avec un personnage comme celui de Voltaire, de comprendre le changement important qu'il y a eu à cette époque. Alors Voltaire, il faut savoir une chose, c'est que tout ce que dit Voltaire est faux. C'est-à-dire que si c'est vrai, il ne va pas le dire. Quand vous voulez savoir comment un événement ne s'est pas passé, vous lisez ce qu'en dit Voltaire, vous êtes sûr que ça s'est passé autrement. Voltaire était un menteur pathologique qui n'ouvrait la bouche que pour mentir. Voilà. Donc, si vous voulez savoir la vérité par rapport à Voltaire, c'est pas difficile. Vous comparez ce qu'il écrit pour lui-même, ce qu'il écrit pour le public et ce qu'il écrit à ses amis. Et vous essayez de vous débrouiller avec ça. Et pourtant, Voltaire est... Madame Maroncigo, je me battrai jusqu'au bout pour vous permettre d'avoir le droit de dire, etc., etc. Cette fameuse phrase qu'on essaye de prêter à Ah ben, ça Voltaire, va. qui d'ailleurs on l'a bien lu. Que faut-il Moi, j'ai tout en penser? Voltaire. Moi, j'ai tout Voltaire. J'ai tout Voltaire dans un logiciel qui s'appelle Voltaire Intégral. C'est des milliers de pages. Je vous donnerai accès à mon truc. Trouvez-moi la phrase. Il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit une chose pareille. Il a passé son temps à essayer d'envoyer en prison les gens qui lui disaient de l'ombre. Pour se faire mal voir de Voltaire, il fallait dire ni la vérité ni le mensonge, il fallait juste lui faire de l'ombre. Avoir des qualités humaines à côté de ce type-là, c'était être en danger de mort. Non, c'était un psychopathe. C'était le poisson pilote de l'anticléricalisme et du libéralisme économique. C'est lui qui a préparé tout ça. Enfin, la guerre qu'il a faite à la religion, c'est avec une hypocrisie. Oh Dieu, il a fait une prière à Dieu. J'ai un jour rencontré un catholique qui m'a dit ah c'est tellement beau. Tu vois pas l'hypocrisie du truc, qu'est-ce que tu me racontes? Tu vois pas que, enfin, il a passé son temps à envoyer les gens en prison, il a martyrisé des familles entières. C'est effrayant ce type, c'est effrayant. Et il faut dire ah oh Dieu, l'amour de l'humanité. Il a passé son temps à haïr tout le monde. C'est une horreur. Ce type est une horreur. Une horreur, une horreur. Ah oui, il y a un truc que je voulais dire, que le parallèle qu'on peut faire entre le jansénisme et ce qui se passe aujourd'hui. On parlait tout à l'heure du masochisme et de la haine de tout ce qui est beau. Il y a la mère Angélique, elle a dit un jour, j'aime par l'esprit de Jésus-Christ tout ce qui est laid. Ben, il n'y a qu'à regarder l'art contemporain pour savoir qui est derrière. Maintenant, tout ce qu'on fait, c'est du laid. On passe de beau à laid. On avait des codes de beauté, ils sont complètement renversés pour faire de la laideur. C'est l'esprit janséniste, c'est ça. C'était beau, on va faire du moche. J'aime par l'esprit de Jésus-Christ tout ce qui est laid. Vous vous rendez compte comment on peut dire une chose pareille?
Comment on peut dire une chose pareille? À Port-Royal, il y avait à Pâques, des chants tellement beaux qu'ils attiraient les gens des villages à côté, qui disaient: «Écoutez, écoutez comme c'est beau, comment ils chantent». Alors les gens venaient à la messe pour écouter les chants. Donc quand ils ont su que les gens venaient à la messe pour écouter les chants, ils ont supprimé les chants. Bah ouais quoi, hein, on va pas leur faire plaisir en plus. C'est pas extraordinaire? Tout systématiquement contre le beau, contre le vrai, contre le doux, contre le contre des monstres, des monstres, des monstres. C'est la secte, c'est la secte. Moi, je me souviens quand j'ai commencé à étudier le jansénisme, j'avais une référence à l'époque, hein, c'était déjà il y a plus de 20 ans maintenant, c'était les talibans. C'est l'image, alors je ne sais pas ce que les talibans, c'était pas comme ça, mais c'était l'image qu'on en avait. Du moment que c'est beau, on va détruire. Du moment que c'est bon, on va le détruire. Bah, les jansénistes, c'était ça. Et l'éducation des enfants, c'est, faut pas qu'ils rigolent, faut pas qu'ils jouent, faut pas qu'ils s'amusent, faut pas qu'ils parlent, oh là 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 là, oh là 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 là. Et je pense d'ailleurs que Ils étaient d'une méchanceté, c'est effroyable, effroyable, effroyable. Mmh. et encore une fois, là, on a pu parler de l'influence donc majeure, même dans le milieu politique et au niveau de la politique des réseaux, et on peut se faire une petite idée d'autres réseaux de pouvoir qui ont pu, à mon avis, profiter de ce courant de pensée. C'est-à-dire, on peut peut-être penser à certains groupes qui, par exemple, pensent à la rédemption par le péché, etc. Oui, les Euh, satanistes de bah oui, oui, voilà, il y a dû avoir, à mon avis, une synergie assez impressionnante. oui. Voilà. Alors, Donc, il y a une chose qu'il faut voir, c'est qu'à un moment donné, jansénisme et franc-maçonnerie, ils se croisent complètement, hein. Ils s'entrecroisent. C'est-à-dire que là où le jansénisme a disparu, la franc-maçonnerie est restée. Et c'était vraiment des rapports extrêmement entrecroisés, parce que le prince de Conti, qui était le grand protecteur de, c'était un grand franc-maçon devant l'Éternel, et c'est lui qui hébergeait au temple le rédacteur des Nouvelles Ecclésiastiques. Donc, l'union de fait militante entre les jansénistes et la franc-maçonnerie, elle est évidente pendant tout le siècle. Elle est évidente pendant tout le siècle. Et alors, hmm. les jansénistes disparaissent en tant que jansénistes et puis ils se perpétuent dans la franc-maçonnerie. D'ailleurs, qui a hérité de l'assistance publique? C'est les francs-maçons qui ont pris la suite. C'est les francs-maçons qui ont pris la suite. Puis alors, bon, je ne vais pas me lancer là-dessus parce que l'historique que les francs-maçons à la Révolution ont fait de l'histoire qui venait de se dérouler, alors là, c'est mensonge et compagnie, c'est une honte. Mais mentir à ce point-là, ça veut dire qu'on sait quelle est la vérité. Il faut absolument la masquer. Là, j'ai vraiment mis à jour les réseaux pédocriminels de l'Ancien Régime, hein, et c'est pas l'Église. Et alors, pourquoi est-ce que le roi n'a pas pu y mettre de l'ordre? Eh bien, parce que le roi, on lui avait mis des petites filles dans son lit. Et quand vous avez des petites filles dans votre lit, vous n'allez pas faire la leçon aux autres qui en font autant, hein. C'est à ça que ça sert de C'est-à-dire, là, vous parlez, excusez-moi Marion, là, par exemple, vous parlez de quel roi exactement, à quelle période? Louis XV, Louis XV, Louis XV. Louis XV avait une maîtresse qui était une maîtresse femme, à la fois très jolie, très intelligente, très gracieuse, très tout, très cultivée. Elle avait tous les talents. Elle chantait, elle faisait la comédie, elle brodait, elle sculptait. Enfin, elle savait absolument tout faire. Et le roi, comme il était infidèle, un jour, il lui avait filé une sale maladie. Et son médecin lui a dit: «Je vous interdis d'officier, chère madame». Donc, elle a eu peur d'être au chômage. Et comme elle voulait garder la place, parce qu'elle avait la place, elle était la deuxième reine, quoi. Elle gouvernait la France avec le roi, hein. Elle choisissait les ministres, enfin, elle était épouvantable. Moi, je la déteste copieusement. Et comme elle ne pouvait plus officier là où elle était quand même rentrée, ben, elle a commencé à mettre des filles dans le lit du roi, et puis plus elles étaient jeunes et moins elles étaient dangereuses. Hmm. Alors, quand vous couchez avec des filles qui n'ont pas l'âge, bah, vous ne criez pas sur les toits au magistrat d'arrêter d'en faire autant. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je crois que le roi il a été coincé comme ça. Alors, je ne fais pas du roi un pédophile. C'est-à-dire que le pédophile, c'est vraiment celui qui recherche les enfants et qui en consomme, qui en abuse, etc. Le roi était surtout un faible. Alors, je ne dis pas ça pour l'excuser, je dis ça dans un souci de précision, hein. Je ne suis pas là pour juger, dire c'était mieux, c'est moins bien, c'est pas ça. Dans un souci de précision. On a des pédocriminels qui sont des gens, et notamment il y en avait dans son entourage, hein, qui sont des gens qui cherchent et recherchent des enfants, qui en consomment, qui ensuite qui jettent, etc. Louis XV, ça n'était pas son cas. Louis XV, quand il rentrait le soir et qu'il y avait une jolie pépette qui l'attendait, il n'était pas regardant. Voilà. Mais ni il ne les recherchait, ni il ne les maltraitait. Voilà.
Mais il les a pas recherchés, c'est ça. C'est sa coquine de maîtresse qui les mettait dans son lit. Et alors sa maîtresse, elle trouvait des filles dans son lit comment? Sa coquine de maîtresse, elle avait un coquin de frère. Et le coquin de frère, il fournissait. Et le coquin de frère, il a eu un jour un domestique devant qui il parlait. Et le domestique s'appelait Damien. Et un jour, Damien a attaqué le roi. C'est-à-dire que si vous voulez comprendre pourquoi Damien a attaqué le roi, c'est parce que Damien, quand il servait le frère de la marquise, il entendait toutes les cochonneries qui se passaient au château. Et il n'aimait pas ça. Et c'était le secret le mieux gardé du royaume, ce que le roi faisait en secret au parc aux cerfs. Alors le parc aux cerfs, c'était pas un grand bordel, c'était une petite maison isolée où le roi pouvait discrètement retrouver certaines gamines. Alors, elles avaient 14 ans. 14 ans à l'époque, les filles, elles étaient matures. C'est juste l'inverse. Les filles, à l'époque, elles avaient leurs règles à 16 ans. Donc, à 14 ans, c'était encore une gamine. Et il y en a eu qui avaient encore moins que ça. Donc, c'est vrai que le roi s'est rendu coupable on ne peut pas dire pédophilie, puisque le mot n'existait pas à l'époque. Enfin bon, d'actes qui rentrent aujourd'hui dans le cadre de la pédophilie, en tout cas. Oui, oui, oui. Et il ne pouvait pas s'en vanter, et il ne pouvait pas taper sur la table. Il était certainement l'objet d'un chantage. De toute façon, c'est à ça que ça sert, la pédophilie. Il y a ceux qui le font parce qu'ils sont vicieux, et il y a ceux qui le font parce qu'on les a poussés pour pouvoir les tenir. Enfin, on les a poussés, on les a incités pour pouvoir les tenir. Et je pense que c'est le cas du roi. Et le roi, il n'a pas dit je veux des gamines. Un jour, on lui présente une fille, elle était d'une beauté renversante. Il est tombé amoureux, et puis il a fait un enfant, et puis etc. La marquise, elle n'aimait pas ça. Et peut-être un rappel important par rapport à notre période actuelle, pour ceux qui pourraient avoir du mal à croire ce genre de pratique et de réseau, évidemment, référez-vous à l'affaire Epstein, tout simplement. Et vous allez être malheureusement gâtés, c'est-à-dire que même, on a eu une liste, d'ailleurs on fera une émission dans pas longtemps, j'espère avec un spécialiste du sujet qui est déjà venu sur la chaîne et qui a réalisé un gros travail sur les carnets de Jeffrey Epstein et toute cette affaire sombre. Là, il y a une nouvelle liste qui a été sortie. On a même découvert que quelqu'un comme Stephen Hawking était capable d'aller sur cette île. J'ai vu ça. Voilà. Ouais, j'ai vu ça. Et c'est qui vous allez faire venir? Qui est-ce que vous allez faire venir? Je vais essayer de pouvoir faire venir Xavier Poussard. Normalement, on attend d'avoir des nouvelles, mais pour parler de ce sujet précisément, donc ce serait pas mal, parce qu'encore une fois, voilà, je le répète directement, Fait Document a fait un excellent travail sur l'affaire Epstein, et vous allez vraiment comprendre comment fonctionnait en tout cas le réseau de Jeffrey Epstein et de la famille Maxwell, mais de comment marchait en fait le chantage à travers la pédophilie, comment c'était organisé. Voilà. Donc, si des personnes pensent que c'est quelque chose qui peut être farfelu ou impossible à pratiquer, même à une époque comme au XVIIIe siècle, etc., non, c'est même une pratique plutôt malheureusement classique de chantage. Voilà. Alors moi, je vais vous raconter un truc. Quand je commençais, c'était pendant l'époque où j'allais encore à Paris pour aller à la fac. Donc, c'était il y a 20 ans maintenant, plus de 20 ans maintenant. Un jour, j'ai pris le couloir du Montparnasse. Alors, je ne sais pas si les gens qui connaissent le couloir du Montparnasse, c'est un couloir du métro qui fait 1 kilomètre de long. Un truc. Alors, c'est une grande voûte, comme ça. C'est un demi-cercle, avec un trottoir roulant d'un côté, un trottoir roulant de l'autre. Et vous avez, je ne sais pas, au moins 10 minutes de couloir comme ça. Tout était recouvert, mais recouvert du bas jusqu'en bas de l'autre côté. Pédophilie à la DAS pédophile, sodomie à la DAS pédophile. On va faire attention Marion avec certains termes, sinon juste pour l'algorithme au cas où. Voilà, alors, je veux bien, tu mettras des bips. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a au moins 1 million de personnes qui ont vu ce truc qui a dû rester au moins pendant 5 ou 6 jours, parce que jusqu'à ce qu'ils réussissent à tout enlever, ce sont des gens qui ont dû se faire enfermer dans le métro et qui ont recouvert tout le truc de dénonciation de la pédocriminalité dans les services sociaux français. Alors ça a donné quoi? Rien. 1 million de personnes qui ont percuté, qui ont entendu et qui un jour vont dire tiens, ça me rappelle quelque chose. Bon, alors tu mettras des bips, hein, Faut pas effectivement. Alors le problème c'était pour le direct, mais si besoin on mettrait des bips. Enfin, normalement ça devrait aller, mais c'est juste au cas où c'était pas forcément pour le terme. Mettez des bips.
Mais c'était pour certaines pratiques. En tout cas, bon, ben, Marion, merci beaucoup. On va pouvoir arriver à la fin de cette première partie. Alors, Marion, je ne sais pas si vous souhaitez participer un petit peu après à la seconde partie où il y aura Jean-Maxime Corneille, si vous souhaitez soit rebondir sur certains sujets ou peut-être je vais dire développer bonsoir un à Jean-Maxime, je vais dire bonsoir à Jean-Maxime, puis je vais aller dîner et faut que j'aille. D'accord. Bon. Eh ben, alors, en tout cas, encore une fois, je vous remercie pour ce sujet voilà, qui a été développé. Pour tous les spectateurs, parce que là, nous sommes plus de 1000 en direct, donc merci à tous d'être aussi nombreux. Évidemment, pensez au pouce et à partager. À suivre le travail, l'excellent travail, les travaux pardon, de Marion Sigaud, que ce soit les livres ou bien même les conférences. Vous pouvez même aussi aller tout simplement sur sa propre chaîne YouTube à Marion qui produit du contenu, voilà, tout simplement. Donc, il va y avoir la petite pause qui va durer donc 10 minutes. Ensuite, il y aura Jean-Maxime Corneille qui sera présent pour à la fois rebondir un petit peu sur certains termes. Mais je pense que Jean-Vladimir Korneïovitch, comme je l'appelle maintenant, aura beaucoup de choses à dire, peut-être sur peut-être sur un passage, par exemple, sur la subversion et la franc-maçonnerie. On verra, peut-être qu'il apportera un point un petit peu, étant donné que les gens aiment bien le taquiner sur ça. On verra. Dans tous les cas, je vais lancer la petite pub. Il y aura une pause de 10 minutes. Et je vous dis à tout à l'heure. Marion, encore merci. Si vu que vous êtes là tout à l'heure pour dire bonjour à Jean-Maxime, je vous dis aussi à tout à l'heure. À tout à l'heure.